Voici vous propose ce programme Made in Qualité avec Nissan. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le numéro 5 de Pourquoi ça marche, votre rendez-vous mensuel sur les grandes tendances d'aujourd'hui, sur nos nouveaux comportements, sur nos goûts, sur nos envies, mais également sur nos différentes motivations, bref, sur tout ce qui touche notre société. Et ce soir, avec Olivia, nous avons tout simplement choisi de vous emmener dans le monde du rêve, le plus universel qui soit, celui qui nous touche absolument tous, changer de vie. Et oui, qui n'a pas au moins une fois dans son existence rêvé de changer de décor, d'horizon, d'univers, de devenir quelqu'un d'autre, parfois même de tout plaquer du jour au lendemain. Mais la plupart du temps, cela ne reste qu'un rêve dans un coin de notre tête. Et pas toujours, puisqu'on verra qu'en 1999, de plus en plus de Français peuvent enfin réaliser ce rêve sommaire. Vous en avez rêvé, ils l'ont fait. Ce soir, on part à la rencontre de 3 Français qui ont tout plaqué pour une île déserte aux Philippines, loin de tout. Loin de quoi? Perdus en mer de Chine, on va voir comment vivent ces nouveaux Robinsons. C'est bon. Changer de vie d'un coup de baguette magique, c'est notre rêve à tous. Près de la moitié des Français ont déjà tenté leur chance au loto et les jeunes courent les concours de mannequins. Depuis que je suis petite, je regarde je feuillette les journaux et on se dit « Ah, je voudrais être là, je voudrais être là ». Changer de vie, d'accord, mais pour changer quoi? Changer tout ce que je n'ai pas au jour d'aujourd'hui. S'engager dans l'humanitaire, c'est un changement de vie radical. 3000 Français ont trouvé leur voie en aidant les autres à l'étranger. Les 6 premiers mois, tout est fort, quoi. Ah, ça va? Ça va bien. En forme? Alors? C'est au Niger que nous avons rencontré un groupe de volontaires. On va voir comment ils se sont adaptés à leur nouvelle vie. Pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour changer d'univers. Vous êtes de plus en plus nombreux à fuir la ville. Pour faire 10 km, on met 1h30. C'est les embouteillages, c'est la pollution. Ras la casquette du stress et des bouchons, c'est à la campagne et au bord de la mer que des millions de citadins se sont exilés. Alors, est-ce que ça change vraiment la vie? Pour changer de décor sans quitter la ville, la dernière mode, c'est d'habiter dans une usine. Là, c'est la chambre du bébé. Ancienne fabrique laitière ou fonderie réhabilitée, ce soir, Pourquoi ça marche, vous ouvre les portes de ces lieux incroyables où chacun fait ce qui lui plaît. Lui, c'est le patron. Elle, c'est sa secrétaire. Ils ont littéralement échangé leur vie pendant quelques jours. Cet homme est célibataire. Il se retrouve avec 5 enfants pendant que le vrai papa prend sa place de barman. Ça pourrait s'appeler Dans la peau d'un autre. Et c'est l'idée d'une émission de télé déjantée diffusée en Angleterre. Changer de vie, c'est tout de suite dans Pourquoi ça marche. On vous l'a dit avec Olivia, il y a quelques instants en commençant cette émission, changer de vie, tout le monde en rêve. Mieux, un Français sur 10 aimerait même tout plaquer pour refaire sa vie à l'autre bout du monde. Et dans ces cas-là, la première image qui bien sûr nous vient en tête, c'est la fameuse île déserte. Pensez donc, le soleil 365 jours par an, la mer bleu turquoise, le fameux sable fin et surtout personne pour vous empoisonner la vie. Bref, le paradis. C'est en tout cas le cliché du changement de vie. Et si vous pensez que ça n'existe pas, détrompez-vous. La preuve, pour commencer cette émission, on vous emmène voir à quoi ressemble la vie de ces quelques Français qui ont absolument tout quitté pour vivre sous les cocotiers. Direction les Philippines, sur 2 îles de l'archipel. Là-bas, Michel d'un côté, Denis et Dominique de l'autre, ont entamé une nouvelle vie sur quelques kilomètres carrés de sable blanc, loin de tout. Comment vivent-ils? Est-ce que ça ressemble vraiment à un rêve? Réponse avec Christophe Brûlé et Mathieu Hou, qui ont partagé leur quotidien durant une semaine. Changer de vie, c'est quitter un emploi, une ville, un pays. Dans cette agence immobilière à Boulogne-Billancourt, le directeur a tout plaqué. D'accord, c'est bon. Okay. Nous, on n'y a pas trop cru. On s'est dit, bon, il va y partir 6 mois, 1 an et il va revenir. Et finalement, il n'a pas du tout l'intention de revenir. Il est d'abord parti en vacances pour 1 mois. Puis en revenant, il nous a dit qu'il voulait y retourner pour y rester un certain temps. Bah, je pensais pas qu'il allait y rester si longtemps. Je pensais qu'il allait y rester un petit peu et revenir ensuite. Ça n'allait pas spécialement bien lui plaire. Et voici ce qu'il a quitté. Plus d'une dizaine d'employés, des centaines de dossiers et surtout un beau chiffre d'affaires, 3,5 millions de francs. Mais en septembre 95, le directeur a préféré partir. Sa nouvelle vie, c'est ici, à 10 600 km de Paris. Inanuran, une petite île en mer de Chine, dans l'archipel des Philippines. 1 km de long, 300 mètres de large, température de l'eau, 27 degrés. Et voici le maître des lieux, Michel.
La vie est un jeu, donc il faut essayer de le jouer le mieux possible. Et bon, et ici, je joue aussi ici par jeu, c'est sûr. Dans le réseau d'agences immobilières, donc je suis vraiment le farfelu. On me dit qu'est-ce qu'il fait celui-là dans son île. Là, pour eux, je suis peut-être un mythe. Michel n'est pas un mythe. Il a 50 ans et il vit le rêve de beaucoup de Français, habiter sur une île sous les tropiques. Son île, Michel l'a trouvée depuis la France par petites annonces. Le locataire de l'époque recherchait un candidat pour s'occuper d'Inanouran. Michel se rend sur place et dès sa première visite, coup de foudre, il est preneur. Tu m'as donné tous les défauts de l'île, et puis il y a ceci, puis vous allez t'isoler, puis il y a cela. Bon, c'était très honnête de sa part, très sympathique. Pour vraiment essayer de me décourager, bon, puisque je lui répondais trop vite. Et donc après je suis reparti en France et revenu dans les 3 semaines qu'on suivit. Et là, je me suis installé. Michel quitte la France, mais il y conserve des intérêts financiers. Il a gardé la majorité des parts de son agence immobilière de Boulogne. Grâce aux revenus de sa première vie, il finance celle d'aujourd'hui. Un bar-restaurant, 6 bungalows, une plage aménagée, Inanouran peut accueillir une vingtaine de touristes. Mais Michel n'en reçoit en moyenne que 4 par mois. Il ne recherche pas la clientèle, il n'est vraiment pas là pour ça. Qu'est-ce que vous préférez? Vous préférez que ce soit vide, que ce soit plein? Oh mon Dieu, j'en suis pas à calculer mon taux d'occupation, heureusement. Et je suis plus dans ce genre de système. En fait, je préfère les deux. Et pour moi, c'est très bien d'avoir de temps en temps des clients. Bon, je suis content de recevoir les gens, mais je suis aussi content quand j'ai personne. Mon rêve, à moi, c'était les îles. Donc j'ai toujours fait un fixe sur les îles. L'île au bout du monde, l'île de Robinson Crusoe. Pas pour fuir, parce que j'avais vraiment rien à fuir. Du moins, je ne le crois pas. Pour faire autre chose. Et je crois que c'est des questions que tout être humain finit par se poser. Il y a le rêve et la réalité. Habiter sur une île, ce sont des contraintes. Ce matin, un des moteurs du bateau est en panne. Par exemple, si vous êtes en panne au milieu de la mer avec votre bateau, bon, personne ne viendra vous dépanner. Aucun Philippin, vous allez pouvoir faire des gros signes comme ça, personne ne viendra. Pas parce que, ils ne sont pas serviables, loin de là, mais parce qu'ils ne penseront jamais que vous avez été capable de prendre un bateau sur le pont de la mer sans savoir réparer vous-même votre bateau. Donc si vous leur faites comme ça parce que vous êtes en panne, ils vous font comme ça aussi pour vous dire bonjour. Inanouran se trouve à une demi-heure des côtes. Partir sur une île, c'est avant tout rechercher la solitude. Michel a toujours vécu à Paris. Directeur d'agence immobilière mais aussi marchand de biens, il était très actif. Après des années de travail, vient une certaine lassitude. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment fatigué les autres, mais enfin, je crois que c'est lié aussi aux affaires en tant que telles, au business, au stress des grandes villes, etc., etc. Et donc ici, les gens étant plus calmes, c'est sûr que c'est plus agréable pour moi. En 3 ans, Michel s'est glissé dans le décor. Il a même fondé une famille. En France, il a vécu un divorce et n'a pas eu d'enfant. Ici, il a rencontré Lala et est devenu papa. Et le jet ski des clients, c'est surtout celui de Michael, 3 ans. Nouvelle vie de famille et nouvelle vie de quartier. Michel a quelques voisins et quand il se balade, il ne manque pas d'aller les saluer. À 20 minutes de mer, voici Ayaan, l'île d'un avocat espagnol qui réside à Manille. Alors, est-ce qu'on peut louer ici ? Non, c'est juste pour les amis, c'est privé. Dans cette partie de l'archipel, Michel est le seul résident permanent. Mais je viens à l'île pour vacances, seulement. Malheureusement, pour vacances. Pourquoi seulement malheureusement? Parce que je voudrais être ici, mais je ne peux pas. Je dois travailler, je ne peux pas travailler ici. Mais si, on peut travailler sur une île. Michel a changé de vie, mais pas question de ne rien faire, ni d'être totalement coupé du monde. L'île, oui, mais à certaines conditions. Michel est un cyber-Robinson. Pour être en relation avec le reste du monde, je travaille avec un petit téléphone cellulaire, qui me permet de téléphoner. Il suffit que je le branche et que je me raccorde aussi sur une grande antenne que j'ai pour avoir une bonne communication. Et effectivement, je suis relié avec le reste du monde en permanence. Le téléphone, relié à l'ordinateur, permet de recevoir des emails. Sur Internet, Michel a créé un site afin de collecter des réservations pour ses bungalows. Et à terme, il veut lancer une agence de voyage virtuelle. Mais on ne peut pas tout faire depuis une île. Parfois, il faut abandonner Inanouran et prendre le ferry. 2 heures de traversée. Et voici Cebu,
1 million d'habitants, la seconde ville de l'archipel après la capitale, Manille. Michel vient ici 2 à 3 fois par mois, mais il n'y va pas que par nécessité. La grande ville, c'est aussi un besoin. Je ne suis pas Robinson Crusoe non plus, hein. De temps en temps, bon, c'est vrai que c'est bien de retourner un petit peu à la civilisation pour savoir ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est des crêpes. Mais Michel ne vient pas les manger par nostalgie du pays. Michel est consultant en crêpes. No bad. Effectivement, j'aurais préféré être consultant en vin, mais ici, aux Philippines, c'est pas trop leur truc, les vins. No, because it's very crispy and the... Michel a investi dans cette affaire montée par un ami philippin. Il le conseille depuis 6 mois. Pour Michel, ce lien avec les affaires est un facteur d'équilibre, mais attention à ne pas remettre le doigt dans l'engrenage. Je reste une demi-heure, 1 heure maximum, après on va boire un coup ensemble. On ne peut pas vraiment dire que c'est un travail. Maintenant, il faut rentrer. Qu'est-ce qu'il fait là, avec son encre? Je sais pas s'il revient pas. Vous l'avez raté là? J'ai peur qu'on l'ait raté, oui. Pas facile d'éviter sur une île, hein? Ah, bah des fois on loupe les bateaux. Hein. Le prochain est dans 2 heures. Les Philippines, c'est un immense archipel, 7000 îles au total. Nous sommes à plus de 1000 km au sud de chez Michel, Pandan, le petit monde de Dominique. 200 mètres, je dirais, de long, de là, voilà. De Paris, il faut 22 heures d'avion, 3 heures de jeep et 30 minutes de bateau pour venir ici. Il y a 12 ans, Dominique était cheminot en Alsace, Denis était serveur. À leurs yeux, une vie d'ennui, ils ont choisi de vivre autre chose. Votre prime de départ volontaire de la SNCF, elle est derrière vous, là? Ouais. Tout était là, oui, ça c'est sûr. S'il n'y avait pas eu ces primes de départ, tu crois qu'il serait toujours à la SNCF? Je ne sais pas si je serais encore en chemin de fer. Non, je pense pas, mais je sais pas ce qui serait passé, je sais pas. Aujourd'hui, Dominique et Denis habitent dans cette maison. Vous attendez quoi, là? Appel radio, 5 heures, avec Manille. On va voir ce qui se passe. Vous avez pas le téléphone? Ah, ici, non, il n'y a pas le téléphone. On attend désespérément, mais bon, peut-être qu'en l'an 2000, on l'aura. Pourquoi ça sert des soies sur Manille? Pour le nouvel an, le foie gras. Vous avez vraiment l'impression de vivre au XXe siècle, là? Pas vraiment, mais qu'est-ce que le XXe siècle? Le XXe siècle en Europe, le XXe siècle ici, le XXe siècle où? Ouais, ça va, moi c'est ça. Jonathan. Tiens, voilà Sylvain. Ouais, Sylvain, c'est Denis, je te reçois bien à toi. C'est dans ma chambre de Denis. Du 20 au 27, combien de personnes à toi? C'est un peu la maison du bon Dieu. Il y a un peu tout le monde qui dort ici. Quand il n'y a plus de place dans les bungalows, les gens qui veulent rester, alors on met des matelas de temps en temps là, en attendant qu'il y ait de la place. Les blancs, c'est les chambres inoccupées. Alors, il n'y a pas beaucoup de blancs. Hein. Sur le mois de février et le début mars, il n'y a pas beaucoup de blancs. Donc c'est une affaire qui marche, alors? Ça va. Apparemment, ça a l'air de plaire aux gens. On se plaint pas. Lorsqu'ils sont arrivés, il n'y avait rien. Dominique et Denis ont tout aménagé eux-mêmes. Ils ont construit des bungalows, une quinzaine. Aujourd'hui, ils les louent en moyenne 100 francs la nuit. Ici, les touristes se sentent hors du temps, loin de tout, une atmosphère primitive. Sur une île un peu sauvage, le confort rudimentaire devient même un élément positif. Okay. The bungalows are not very comfortable. Les bungalows ne sont pas très confortables, mais on peut se détendre. Puis en plus, ici, c'est très romantique. Romantic. Au total, Pandan peut accueillir 40 touristes. Et l'île ne désemplit pas. Un succès de bouche à oreille. Sans ce succès, le rêve de Dominique n'existerait pas. L'île est son seul revenu, 50 000 francs par an. En France, ce serait très peu. Ici, c'est suffisant. Celle-là, je viens d'acheter hier. C'est ma nouvelle paire de choses pour toute l'année, ça. 2, 3 chemises, et puis c'est tout. C'est tout, car le loyer de l'île n'est que de 2000 francs par mois. Comment ça te sort? Ils vont pas arriver à leur rendez-vous, là. Comme ça, vous en avez plus, c'est fini. Ah non, il n'y a plus de train, là. J'ai plus besoin de donner de départ au train. Vous voyez, dès qu'on part de cette île, le temps redevient un problème.
Vivre complètement tout seul, vraiment. C'est très dur. À mon avis, c'est dur. Tu vis juste ta famille, tes enfants, juste toi là. Ben, ça vient après un monde figé. Je sais pas, ça me paraît assez difficile. Pourtant, la famille de Dominique n'est pas avec lui. Dominique est marié et père de 2 garçons, mais ils sont loin, à Manille, avec leur mère, une Philippine. Et pour les appeler, il faut se rendre à terre. 30 minutes de bateau, un peu de marche. Il n'y a qu'un téléphone en ville. Je préférais qu'ils soient avec moi, mais c'est... faut pas regarder que ça même, il faut regarder aussi leur avenir pour eux. Si pour moi, mon choix, c'était de faire une île, ça ne veut pas dire que pour eux, ça sera le même choix. À Manille, les fils de Dominique sont inscrits dans un lycée européen. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un d'entre eux. Oui, bonjour. Ça va? Je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est le meilleur deuxième. Il faut que tu bien réveillé. C'est meilleur. Chaque matin, à 6 h, Dominique a la plage pour lui tout seul. C'est son privilège. Qu'est-ce que vous étiez venu chercher exactement? Bien entendre ça. Une vie sereine. Une vie différente. Qui est en accord avec la nature. Mais quand on est seulement de passage sur l'île, comment perçoit-on le choix de Dominique? Jacques est le seul touriste français. Il est venu pour 2 semaines. Dominique a l'air d'être heureux. Je pense pas qu'il voudrait changer une de ses barques ou un de ses cocotiers contre un téléphone portable ou une télécouleur. Donc, c'est parfait pour lui. Et c'est pas sûr que je veux échanger ma télécouleur contre un cocotier. Yvonne habite à Londres. Elle est là depuis 1 semaine. Je ne crois pas que je pourrais vivre ici. J'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'excitation, j'ai besoin de gens autour de moi. Pour 1 semaine ou 2, c'est très bien. Mais j'ai besoin de ma pollution, de mes rues bondées. J'ai besoin d'insécurité. Tout ça, ça me manquerait. Annès est viennois. Il passe 3 mois par an sur l'île depuis 5 ans. Et pourquoi? Tu n'as pas à te préoccuper de la criminalité, de tous les autres problèmes du monde extérieur. C'est comme un vaisseau spatial, cette petite île. On est loin des problèmes du reste du monde. De toute façon, je vois qu'il y a des problèmes dans le monde. Je suis au courant des actualités. Je sais que le monde, c'est pas que sourire. Mais moi, je vis dans un monde souriant. C'est peut-être pas la vraie vie pour tout le monde, mais c'est ma vie. C'est ce que je vis. Une nouvelle vie. Ma nouvelle vie. Voilà, tout à fait. Dans 11 ans, le contrat de location de Dominique et Denis prendra fin. Mais leur décision est déjà prise. S'ils le peuvent, ils achèteront l'île. Le fantasme de l'île déserte qui peut bien sûr devenir réalité. Si, il faut bien sûr en avoir envie et surtout en avoir les moyens. Alors si vraiment ça vous tente, j'ai ce qu'il vous faut. Un catalogue indispensable, il est allemand, unique au monde. Catalogue qui recense à peu près une centaine d'îles. Elles sont toutes à vendre à des prix bien sûr très différents. Ça te tente? Au Nicaragua, 200 000 francs, c'est l'île la moins chère. Et puis je ne résiste pas, chère Olivia, la plus chère, elle est aux Bermudes, 100 millions de francs, ma chambre. Beaucoup mieux, magnifique. Alors on peut les acheter, mais on peut aussi louer son île. La moins chère, c'est un îlot aux Bahamas pour 6 000 francs par semaine et par personne. Il n'y a pas de maison, seulement une tente et les matelas. Quand même. La plus chère, c'est Necker Island, dans les îles Vierges britanniques. 80 000 francs par jour seulement. Le propriétaire des lieux, c'est le milliardaire anglais Richard Branson. Quand il a acheté il y a 15 ans, l'île était totalement déserte. Il a tout fait construire et c'est difficile de faire plus luxueux. L'architecture et la décoration s'inspirent du style balinais. Il y a en tout 3 maisons, 2 piscines et 2 cours de tennis. Chacune des 12 chambres dispose d'une terrasse avec vue sur le lagon et salle de bain privée.
Il y a aussi 2 jacuzzis. Bien sûr, pas de souci de ménage ou de ravitaillement. Ici, tout est conçu pour que vous n'ayez aucun tracas de ce genre. 31 personnes sont à votre service. Necker Island est très prisé par les stars. Harrison Ford, Robert De Niro, Steven Spielberg, Mel Gibson ou encore Lady Di ont passé leurs vacances dans ce petit paradis. Mais ne rêvez pas trop parce que l'île est louée jusqu'en 2006. Dommage. Eh oui. Et je vous rappelle que ce paradis-là, c'est quand même 80 000 francs par jour. Alors si vous le voulez bien, revenons à la réalité. On a tous envie de changer de vie. Mais ce n'est pas aussi simple que cela. Et en plus, on ne s'en donne pas toujours les moyens. Alors que fait-on ? On s'en remet bien sûr à sa bonne étoile, à savoir le hasard, le destin. Bref, on attend que ça nous tombe dessus. On appelle cela avoir de la chance, mais encore faut-il la tenter. Aujourd'hui, il y a par exemple 2 manières de changer d'univers du jour au lendemain. Jouer au loto pour devenir milliardaire ou participer à un concours de mannequins pour devenir une star. Et dans les 2 cas, jamais les candidats au bonheur n'ont été aussi nombreux. Près de la moitié des Français jouent au loto et les jeunes courent les castings à travers la France. La cagnotte pour les uns, la carrière de Laetitia Casta pour les autres. Tout le monde se dit, pourquoi pas moi ? Ces 2 univers peuvent paraître bien différents, mais ils ont un point en commun, le désir de changer de vie sur un coup de baguette magique. Alors, à quoi rêvent les joueurs du loto et les candidats au casting ? Et leur vie change-t-elle vraiment une fois qu'ils ont été élus par la chance ? C'est ce que l'on va voir avec le reportage de Nadia Klettmann et Marie-Sophie Tellier. Quand je joue au loto, je pense déjà à changer de vie, à vouloir une autre voiture, à faire un tour du monde, à rêver, à changer tout ce que je n'ai pas au jour d'aujourd'hui. Moi, ma vie, là, pour l'instant, je la trouve banale. Mais bon, si je pouvais réaliser mon rêve, c'est vraiment... voilà, c'est mon but. Je changerais de vie dans le sens où je changerais surtout d'horizon. Depuis que je suis petite, je regarde les feuilles, les journaux et on se dit « Ah, je voudrais être là, je voudrais être là ». J'y crois tous les samedis soirs à partir de 19h. Et je suis déçu tous les samedis soirs à partir de 20h30. Des jeunes filles qui passent des castings pour devenir riches et célèbres. Des joueurs qui cochent des grilles de loto avec l'espoir de devenir millionnaires. Tous ces Français ont un point commun. Ils comptent sur un coup de chance pour changer de vie. Loto, casting, 2 phénomènes de société qui révèlent une même aspiration. Toutes générations confondues, nous rêvons d'un coup de baguette magique qui rendrait soudain la vie plus belle. Graine de top! Et aujourd'hui, ce rêve peut sembler accessible à toute jeune fille qui se trouve jolie. Émissions de télévision tremplin, magazines spécialisés, centaines de petites annonces dans la presse, l'offre est immense et les candidatures affluent, même si les chances de faire carrière sont infimes. Nous sommes dans une agence de mannequins à Paris. Une fois par mois, sa directrice, Catherine Rochette, reçoit des jeunes filles qui aspirent à devenir top modèles. Elles ont toutes envoyé une candidature spontanée. Aujourd'hui, pour la première fois de leur vie, des professionnels de la beauté vont les regarder, les juger. Chaque semaine, plusieurs dizaines de lettres arrivent ici. Vous voyez, ce genre de petits courriers qu'on reçoit, petite jeune comme ça, 15 ans, qui vient de Mulhouse, en Alsace, son rêve qui semble banal pour une fille de son âge est de devenir mannequin dans une agence comme la nôtre. De passion, la couture et les photos. Naomi aurait été repérée dans la rue, Claudia dans un bar, c'est ce que dit la légende et c'est ce qui entretient le mythe. La starification des top modèles, leur vie surmédiatisée, c'est ce qui fait fantasmer les jeunes filles. Ça les fait rêver. L'argent, les belles robes, les voyages, elles sont adulées. Donc c'est normal, je pense, dans l'esprit d'une jeune fille qui a 15-16 ans, de vouloir arriver à faire une carrière similaire. On montre dans la presse des sommes fabuleuses, elles gagnent des sommes en une journée où même un cadre ne pourrait même pas le gagner en plusieurs mois. Donc il était dans ça de quoi faire tourner la tête des jeunes filles. Quand on n'a pas un physique de star et que l'on rêve d'une autre vie, on peut toujours jouer au loto. Qui n'a jamais rêvé de tout changer ? Pour la grande majorité des Français, changer de vie, c'est avant tout devenir très riche. Et l'un des seuls moyens aujourd'hui de devenir millionnaire en un instant, sans faire d'efforts, c'est de tenter sa chance au loto. Le hasard en tant que la bonne fée qui vient changer la vie, c'est vieux comme le monde, c'est inscrit dans tous nos rêves d'enfants. Ça prend des formes variées selon nos âges, mais ça existe pour chacun d'entre nous. Un jour, une bonne fée se penchera et viendra changer ma vie.
Les seules fenêtres Dans notre atelier, c'était les cartes postales que les copains envoyaient. Aujourd'hui on est sur la plage au soleil. Depuis sa création en 1976, le loto fait partie de notre quotidien. Plus de 40% des Français y ont joué au moins une fois. Et chaque semaine, le mercredi et le samedi, plusieurs millions de personnes attendent le tirage en s'accrochant à un rêve pourtant presque inaccessible. Le 6. Seulement une chance sur 14 millions de trouver les 6 bons numéros. De quoi décourager les candidats à la fortune. Ce second tirage, le 11. Mais la Française des Jeux veille à nous faire oublier ces statistiques. Sa communication consiste à entretenir le rêve à coups de clichés, à nous faire croire que la chance peut un jour nous sourire. Il faut dire que l'enjeu économique est énorme. Le loto rapporte gros à la Française des Jeux, un tiers de son chiffre d'affaires, 10 milliards de francs l'an dernier. D'où va un pays où n'importe qui peut devenir millionnaire? J'aimerais tellement être n'importe qui. Devenir quelqu'un, c'est l'ambition de Laurence, 19 ans. Stéphane et Karen, eux, voudraient devenir millionnaires. Elle mise sur son physique et sur sa chance. Eux, passionnés du loto, s'en remettent au hasard. Nous avons suivi une journée particulière dans la vie de ces candidats au bonheur, une journée pleine d'espoir. le son du nouveau siècle est ici. N'oubliez pas, ce soir, vous avez tous rendez-vous au Network Café pour une grande soirée casting mannequin. Car ce soir, si vous avez envie de soutenir et de découvrir ceux qui feront demain, peut-être, la une. C'est en écoutant cette annonce à la radio que Laurence a décidé de se présenter à son tout premier casting. Elle habite chez ses parents dans le Pas-de-Calais. Ce soir, elle sera l'une des 15 candidates d'un concours organisé par un magazine de mode. À la clé, un contrat dans une agence de mannequins. C'est l'entourage qui me disait, tu devrais passer des castings, tout ça, parce que t'es grande, t'es mignonne et tout. Donc quand j'ai entendu la bande-annonce à Contact FM, je me suis dit, je vais tenter quoi. Donc en fait, on m'a dit de me présenter avec une petite robe moulante. Donc voilà. Laurence prépare des études d'infirmière, des études qu'elle a choisies. Pourtant, elle rêve de vivre autre chose. C'est pas une vie de tous les jours comme moi, je vais à l'école où je travaille un peu, tout ça. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout le même emploi du temps. Donc, et puis on voit pas du tout les mêmes personnes non plus, quoi. C'est des personnes connues. C'est ça aussi qui me fait attirant, je pense. L'événement aujourd'hui pour Stéphane et Karen, c'est la cagnotte de 30 millions de francs du loto. Un rendez-vous qu'ils ne manqueraient sous aucun prétexte. Joueurs assidus, ils tentent leur chance chaque semaine depuis 13 ans. Alors 30 millions de francs, pas question de passer à côté. C'est bon, c'est parti. D'habitude, Stéphane et Karen misent en moyenne 16 francs par tirage. Mais aujourd'hui, pour multiplier leur chance, ils cassent leur tirelire. Ils jouent pour 80 francs, elles misent un peu plus de 120 francs. Je crois que le moment le plus fort, et je crois que chaque joueur vous le dira, c'est quand on joue jusqu'au moment où effectivement on sait qu'on a gagné ou pas. C'est là où effectivement on a toute cette pulsion, toute cette excitation aussi qui est très importante, qui se disent oh là là mon Dieu, c'est peut-être là, c'est peut-être ce moment-là où on va gagner, où ça peut se faire. Espoir, excitation. En attendant le casting qui a lieu ce soir, Laurence est en famille, avec ses parents, ses 3 frères et sœurs et son petit ami Jean-Charles. Chacun d'entre eux le sait, l'issue de ce concours pourrait bien transformer leur vie. Ce que j'ai peur, c'est qu'on me la change. Disons, dans sa tête peut-être, je sais pas. Parce que là, pour l'instant, c'est vrai qu'elle a du succès. Bon, auprès des garçons, c'est celui qui la drague ou n'importe. Bon, ça nous fait plaisir. On dit, bon, ça va, elle est pas trop moche. Bon, mais elle reste simple. Si je pars à Paris, c'est clair qu'on se verra plus souvent, quoi. Donc, et comme on a dit tout à l'heure, c'est sûr que je vais partir un jour. Mais en fait, elle espère le plus longtemps possible, quoi. Enfin, que je reste à la maison le plus longtemps possible. Si ça marchait pour elle. D'une part, je serais très content et pas si content que ça en fait, parce que je pense que je la verrai plus après. Enfin, non, je pense que ce serait plus pareil. Pourquoi? Si ça marche, déjà ce sera plus du tout la même vie. Elle sera plus ici, elle sera tout le temps en voyage, elle restera pas sur la région. Donc pour se voir, ça va être dur. Tout quitter, s'offrir une vie dorée, c'est à ça que rêvent Stéphane et Karen. Pendant les heures qui les séparent du tirage du soir, il leur arrive de parcourir les rues les plus chics de Paris en laissant libre cours à leur imagination. Je les verrais beaucoup plus sport que ça. Vraiment, cabriolet, bleu marine, crème. Oh, tout cuire et rouler tout au long de la France sur les petites routes. Sans penser à rien du tout. On a envie de s'arrêter, on s'arrête. On a envie de manger dans un restaurant, ça voilà. C'est ça que j'ai envie.
J'adore le croco, mais pas avec un costume. Avant la voiture, la garde-robe. Du blanc, beaucoup une belle veste blanche avec un petit pantalon blanc, une petite jupe courte blanche, des choses très près du corps, très italien. Depuis qu'ils se sont rencontrés il y a un an, les deux joueurs partagent les mêmes rêves de richesse. Ancien agent commercial, Stéphane est à la recherche d'un emploi. Karen n'a jamais travaillé. Elle a 4 enfants d'un premier mariage. Ils vivent chacun avec 6 000 francs par mois. On est encore jeune, donc effectivement, on se met un laps de temps qui fait que, pourquoi pas, on y arrivera. On a envie d'y arriver vite. On est jeune. Pourquoi attendre 50 ans, 60 ans? C'est ces gens-là qui en profitent normalement. Donc voilà. Donc le loto, ça permet d'arriver vite à ses rêves. Je pense que le loto, c'est les moyens, à mon avis, en France, je parle dans les jeux en France, le moyen le plus rapide de gagner une somme vraiment qui permet d'accéder très vite à ce genre de rêve. En même temps, c'est le moins sûr. C'est le moins sûr. Quand on joue 10 francs, qu'on peut gagner 30 millions de francs, comme ce soir, pourquoi pas? Et si la chance leur souriait, c'est décidé. C'est ici, à Saint-Germain-des-Prés, que Stéphane et Karen achèteraient un appartement. Prix du mètre carré, plus de 40 000 francs. Je crois que je suis tombé amoureux de cette place il y a une dizaine d'années. On est très loin de la Seine, dans un quartier que j'aime beaucoup. Et c'est vraiment un quartier, une place où j'aimerais vraiment énormément vivre. Ouais. C'est vrai. Elle est tellement belle. Il est 20h à Lille. C'est dans cette discothèque que Laurence va tenter sa chance au casting. Cette fois, ce n'est plus son entourage, mais un jury et un public qui vont la juger. Jusque-là, ça allait, quoi. Et maintenant, ça commence à monter, ouais, quand même. Des castings comme celui-ci, il y en a presque chaque semaine dans toute la France. Ce soir, elles sont une quinzaine de candidates âgées de 16 à 27 ans. Chacune a l'espoir d'être l'heureuse élue. Elles n'auront droit qu'à un seul passage sur scène pour convaincre. En fait, je ne sais pas du tout défiler, donc je ne sais pas du tout comment je vais me présenter. Donc, moi, j'ai un peu d'appréhension, quoi, quand même. On verra bien. On y va cool. Au loto, on ne peut miser que sur le hasard. Rien d'autre à faire que d'attendre. Il est 20h30, le tirage de la cagnotte a lieu dans un quart d'heure. Stéphane et Karen le suivront avec Rebecca, la fille cadette de Karen. Quelle heure il est, dis-moi? Voyons, on est bien sur la 2 là? Attends. Ouais. Non, on est sur la 6. C'est dans combien de temps? On a 5-10 minutes, c'est parfait. Les critères de sélection, ce sont des critères classiques. Donc, je regarde d'abord la photogénie, ensuite je regarde effectivement les mensurations, la taille, etc. Et puis une certaine prestance, une certaine classe sur scène. Le loto! Loto, casting, tout va se jouer en quelques minutes. Un court passage sur le podium, cette petite boule qui tombe. La chance sera-t-elle au rendez-vous? Le 6. Ah, le 6. Dans ce chiffre. Tu marquais en même temps, toi, c'était Rebecca. Le 11! Le 11! Oh, le 11! Alors, les filles sélectionnées, il y a Sylvia Bonini qui est sélectionnée. Ah, Sylvia. Alors, 6, 8, 15, 21, 26, 40. 6, 8, 15, 21, 26, 40. 6, 8, 15, 26, c'est vraiment désolant. Sophie Courouble. Sophie. 6, 8, 15, 21, 26, 40. Il y en a toujours 2. Nous n'avons même pas 10 francs, c'est incroyable. Céline Bélan. Déception pour Laurence, elle ne fait pas partie de la liste des sélectionnés. Voilà, c'était les filles sélectionnées. Ouais, c'est une expérience à renouveler. Je pense ça va, c'était bien. Ça valait la peine d'être vécu quand même. Le monde de la mode vous tente toujours autant aujourd'hui? Oui, encore plus même. Parce qu'on y prend vite goût, je crois. Eh bien, j'ai le malheur de vous dire, j'ai encore perdu. Donc, je suis très déçu. Je suis très déçu, mais bon. C'est des rêves qui tombent à l'eau, mais bon. Il y a d'autres tirages, il y a d'autres cagnottes. C'est comme ça. On a joué. L'important, c'est de jouer et de participer, non? Comme dirait Coubertin. Mais on va les gagner, je vous jure qu'on va les gagner. Pour l'heureux élu d'un soir, ce n'est que le début d'un long parcours. Sur les 5000 candidates qui se présentent chaque année à ce casting, une seule empochera peut-être un contrat dans une agence. Et ce soir-là, pour la cagnotte de 30 millions, il y a eu un seul gagnant, en Dordogne. Ah oui, rien qu'avec le 11, c'est la fin. Depuis la création du loto, 13 000 joueurs ont trouvé les 6 bons numéros. Quels ont été leurs premiers souhaits quand on leur a remis leur chèque? Pour le savoir, il suffit de consulter ce registre de la Française des Jeux, où leurs rêves sont consignés. Là, par exemple, c'est un homme qui a gagné 16 millions, c'est pas mal, hein, 16 millions 7. Il a 44 ans. Lui, son rêve, c'est un peu dans le domaine du cliché. Lui, il veut acheter un bateau. Mais il y a l'exemple d'une très vieille dame qui veut juste changer. Elle parle juste de changer sa monture de lunettes. Et elle a gagné combien? Et elle a gagné 31 millions 7.
Pour les jeunes mannequins comme pour les gagnants du loto, la vie change-t-elle vraiment le jour où la chance est au rendez-vous? Si oui, comment gèrent-ils cette transformation? Réalisent-ils tous leurs désirs? Réponse avec Sylvain, Michel et Lohan. Le 17 septembre 98, Lohan Chabanol tente sa chance au prestigieux concours de l'agence Élite. Elle est en compétition avec 72 candidates du monde entier. Lohan Chabanol, France! À l'issue de la soirée, elle arrive dans les 15 premières et décroche un contrat de 2 ans dans l'une des plus grandes agences de top modèle. Lohan a 16 ans. En un instant, sa vie a basculé. Pour Sylvain et Michel, le grand soir, c'était le 14 août 93. Ils avaient 26 ans. À deux, ils gagnaient 11 000 francs par mois. Sylvain, le soir, au moment de se coucher, il m'annonce... J'ai fait une bêtise. Voilà, qu'on avait gagné au loto. Quoi. Alors, là, je me suis relevée d'un seul coup. Et il y avait de quoi. Il venait de gagner plus de 23 millions de francs. Pas encore de millions pour Lohan, mais un changement d'univers. Agent, voiture avec chauffeur et début d'indépendance. Enfin, maintenant, je suis plus indépendante, je suis obligée de toute façon. Avant, je commençais à l'être, mais pas vraiment. Maintenant, ça va de plus en plus vite et je trouve que c'est pas plus mal. Tout va très vite en effet pour cette jeune mannequin originaire d'Albi. 6 mois après avoir été découverte au concours Élite, Lohan a déjà un planning chargé pour une débutante. De séances photos en défilé, elle pénètre le monde très fermé de la mode et ce n'est qu'un début. Je crois qu'elle a un très grand avenir. Elle est très jolie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pourquoi elle a un grand potentiel selon vous? Le visage, le corps, le caractère. Je crois que ça peut devenir une grande. Alors c'est notre ancienne maison, la maison qu'on louait. On pensait même l'acheter au départ. On se disait peut-être un jour, si la personne est d'accord, on l'achètera, on finira par l'acheter. Et puis bon, c'est avéré qu'on a gagné au loto, donc on a préféré faire une maison plus grande et partir dans un endroit un peu plus calme, plus tranquille. Michel et Sylvain ne sont pas allés très loin, ils se sont installés à moins de 2 km de là. Devenus multimillionnaires, ils n'ont pas quitté leur région, le Gers. En achetant ce terrain de 3 hectares, ils ont pu réaliser leur rêve numéro 1, une maison avec piscine. Un net changement de standing, mais pas de rupture totale. Très naturellement et très vite, on a dit c'est ici qu'on va rester parce que tout correspondait un peu à la vie qu'on voulait avoir, quoi. L'espace, la douceur du climat. On n'avait pas envie de partir sur une île déserte. Et puis je pense que c'est le fait aussi de ne pas quitter un peu tout le monde, quoi. On a quand même ces points de repère, je pense, la famille, quelques amis, mais c'est surtout le milieu familial, je pense. Lohan, elle, n'avait pas le choix. Pour travailler dans la mode, il faut vivre à Paris. Alors la petite lycéenne d'Albi a dû tout quitter. Ses études, les sorties avec les copains et surtout sa vie de famille avec son frère et sa mère. Elle ne les a pas vus depuis 2 mois. C'est ici qu'elle habite désormais, dans cette maison de l'agence Élite. Lohan est entourée d'autres jeunes mannequins, tout au moins de 20 ans, et sont loin des leurs, pas toujours facile à vivre. Ce qui manque, c'est la famille, je pense. Parce que j'avais l'habitude de rentrer de l'école, de les voir, la présence. En fait, ça semble tellement habituel qu'en fait, on s'en rend pas compte. Mais quand ils sont plus là, quoi, c'est surtout ma maman, parce que je sais que je suis sa petite fille. Donc même si, bon, elle sait très bien que moi, je grandis, mais bon, vu que je suis sa seule fille, je suis sa petite fille. Eux n'ont jamais été aussi proches de leurs parents. Ils leur ont fait construire une villa au cœur même de leur propriété. Construire des maisons, c'est d'ailleurs leur nouveau dada. Depuis qu'ils sont millionnaires, tous deux ont arrêté de travailler. Ils se sont lancés dans l'immobilier, juste pour s'occuper. Avec 23 millions de francs, tous les plaisirs sont accessibles, alors pourquoi s'en priver? S'il y a un coin où on devrait être habitué pour aller en vacances, je pense que ça serait l'île Maurice. Michel a aussi réalisé un rêve de petite fille, avoir des chevaux. Du temps, beaucoup d'argent, plus de soucis, mais pas de grands bouleversements. C'est à ça que ressemble l'existence de la plupart des gagnants du loto. Le principal changement dans leur vie, c'est la perspective d'un avenir serein. Et ça, c'est déjà beaucoup. Si l'avenir de Lohan n'est pas encore tracé, elle a déjà la chance de mener l'existence dont rêvent les filles de son âge. Paris, Milan, New York, ce sera bientôt son quotidien. Avant, j'étais comme tout le monde. J'étais collégienne, lycéenne. J'allais au lycée. Je faisais tout le temps les mêmes choses, en fait. Maintenant, je fais plus jamais les mêmes choses et c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bien. Lohan posera le mois prochain pour un grand magazine de mode.
Elle sera peut-être un jour l'un des tops les mieux payés au monde. Mais au fait, être riche, est-ce que ça change vraiment la vie? Non. Moi, je pense pas. Je pense pas, non. Non, parce qu'on reste quand même soi-même, on reste... au fond de nous, on a toujours les mêmes idées qu'on avait avant, les mêmes envies, même si maintenant, justement, on peut les réaliser en plus grand ou des choses comme ça. Mais ça ne change pas, quoi. Et ils n'ont tellement rien changé à leurs habitudes que Sylvain joue encore chaque semaine au loto, comme avant. Voilà. Pourquoi est-ce que vous jouez encore ? Oh, parce que c'est agréable de se dire qu'on peut encore gagner un peu, on peut gagner de l'argent. Bah, c'est pas le plaisir de jouer vraiment, mais de pouvoir gagner, bon, pas obligatoirement une grosse cagnotte, mais de gagner 5 000, 6 000 francs, ça peut toujours arriver, oui. La grande différence, c'est que pour lui aujourd'hui, perdre ou gagner, ça ne changera plus sa vie. Sachez que la plus grosse somme d'argent jamais empochée au loto s'élève à plus de 150 millions de francs. Et ce sont 3 femmes de la même famille qui se sont partagées cette somme. Ça fait rêver, mais je vous rappelle que l'on a une chance sur 14 millions de gagner au loto. Concernant les castings, en moyenne, on a une chance sur 1000 d'être retenu comme top modèle. Mais si ça ne vous décourage pas, quelques conseils avant de vous lancer. Renseignez-vous toujours auprès du syndicat des mannequins qui vous aiguillera vers les agences sérieuses et reconnues. C'est important car il existe beaucoup d'escrocs. Enfin, si une agence vous propose de faire des tests photos, sachez que vous ne devez absolument rien payer. Ça doit être gratuit, c'est la loi. Pourquoi ça marche et le rêve de changement de vie, ça continue tout de suite après la pub. Vous restez avec nous, à tout de suite. Adieu le béton et vive la verdure. Ils étaient citadins et ont quitté leur appartement pour s'installer dans une maison à la campagne. Ils sont de plus en plus nombreux à fuir la ville et ça ne fait que commencer. Eux ont carrément quitté la France pour le Niger. Ils se sont engagés dans l'humanitaire. Rencontre avec Anne, 23 ans, qui a changé de vie pour se consacrer aux autres. Et pour changer d'univers sans faire des kilomètres, il y en a qui s'installent dans des usines. Ce n'est pas toujours une bonne affaire, mais c'est des paysans. Enfin, on part pour l'Angleterre où une émission de télé déjantée propose à des candidats d'échanger leur vie pendant quelques jours. Un patron et sa secrétaire ont tenté l'expérience. Alors pour savoir si le boss a fait un bon café, on se retrouve tout de suite après la pub. Bienvenue dans cette deuxième partie de Pourquoi ça marche, le magazine des nouvelles tendances et des nouveaux comportements. Je vous rappelle que ce soir, nous avons choisi de nous intéresser à notre rêve de changer de vie, de changer d'univers, de changer de décor. Et c'est souvent la vie en ville, le stress urbain, qui est à l'origine de ce désir de tout changer. La France compte 42 millions de citadins et plus de la moitié d'entre eux envisagent de se mettre au vert, bref, de fuir la ville. Ils sont même de plus en plus nombreux à vouloir passer à l'acte, et les chiffres le prouvent. Il ne vous aura certainement pas échappé qu'en ce moment, c'est le recensement de la population française. Eh bien, le dernier, qui remonte à 1990, révélait qu'en 8 ans, près de 4 millions de personnes avaient quitté les zones urbaines pour s'installer à la campagne, ou bien encore au bord de la mer. Et depuis, ce mouvement s'amplifie avec plus de 5% de partants chaque année. Alors, qui sont-ils? Eh bien, ils sont plutôt jeunes, entre 25 et 40 ans, et vivent en couple. Quant au déclic, il survient souvent après la naissance du deuxième enfant. Aujourd'hui, fuir la ville, c'est un vrai mouvement de société. C'est ce que vous allez voir dans ce reportage de Véronique Houguet et Mathieu Huot. Longjumeau, en banlieue parisienne. Dans quelques heures, c'est le grand départ pour Karine. Elle quitte son 60 mètres carrés au 12e étage de cet immeuble pour s'installer dans la campagne toulousaine avec ses 2 enfants. Elle a toujours été citadine, mais aujourd'hui, pour elle, la ville, c'est fini. J'en ai assez de rentrer tard le soir chez moi, de ne pas pouvoir m'occuper de mes enfants, d'avoir l'impression que ma vie professionnelle prend beaucoup plus de temps alors que je travaille que 8 heures par jour. Et puis, en fin de compte, c'est les transports. Pour faire 10 km, on met 1h30. C'est les embouteillages, c'est la pollution, c'est de ne pas pouvoir prendre son bébé dans une poussette et aller pour aller dans un parc. Et bien même, on a encore l'odeur de pollution. Et puis c'est aussi le stress que ça engendre. Il faut toujours se dépêcher, même pour faire les courses, vous ne pouvez pas en semaine, donc il faut faire ça le samedi. Après, vous avez le ménage. Il vous reste le dimanche.
Alors le dimanche, c'est plus calme et puis on fait pas grand-chose parce qu'on est tellement fatigué qu'on peut pas vraiment sortir. J'en ai assez de voir des bâtiments. J'ai l'impression que les murs sont sales, même quand ils font des ravalements. J'ai l'impression franchement qu'il n'y a rien de propre. Je sais pas, c'est pas sain. Donc j'ai 2 enfants, je veux leur offrir quand même quelque chose de sain. À quoi va ressembler votre nouvelle vie à la campagne maintenant que vous quittez la ville? Le soir, quand je vais rentrer de mon travail, je vais pouvoir déjà rentrer tôt. C'est-à-dire que je penserai être à 6h30 chez moi, m'occuper des enfants, à faire des grillades le soir. Donc le barbecue, ça ne sera pas seulement chez les amis le week-end, ça sera constamment à la maison. Le soir, quand il fera froid, on allumera une belle flambée, on sera tous devant la cheminée. C'est un tout, quoi. On a une maison superbe qui fait 100 mètres carrés, ils auront chacun leur chambre. Le terrain fait 700 mètres carrés. On se retourne derrière la maison, il y a les Pyrénées. On est à 1h30 de la mer, de la montagne, quelque chose de superbe. Et pour pas cher. Loyer, 4 000 francs par mois. C'est le grand départ, c'est la naissance, la 2e naissance. Ça y est, c'est fini. On s'en va. Je vais donner les clés et puis c'est terminé maintenant. À nous la belle vie. À l'image de Karine, de plus en plus de citadins vont s'installer à la campagne. En 8 ans, près de 4 millions de personnes ont fui la ville et surtout Paris. Pourquoi? Surtout à cause du trafic. 85% des embouteillages de France se produisent autour de la capitale. Du coup, 2 Franciliens sur 3 envisagent sérieusement de quitter la région. Besoin de changer d'air, la preuve, l'engouement des Parisiens pour le salon de l'agriculture. Il a fermé ses portes il y a quelques jours et plus de 600 000 personnes s'y sont précipitées, histoire de goûter pendant quelques heures à la vie de nos campagnes. Mais fuir la ville, ça ne s'improvise pas. Mieux vaut être informé. Alors, pour conseiller les candidats au départ, un stand a été créé tout spécialement pour eux. Cet espace s'appelle Destination Campagne. Il regroupe 17 organismes qui orientent dans leur démarche les citadins qui projettent de quitter la ville. Tous ont à peu près le même profil. Les urbains qui souhaitent quitter la ville sont avant tout des jeunes couples, des couples qui ont entre 25 et 40 ans, je ne sais pas jusqu'à quel âge on est jeune, et qui ont souvent des enfants en bas âge, dont ils ne supportent plus qu'ils fassent de l'asthme, qu'ils soient étranglés par la pollution, et où c'est pas encore trop contraignant pour l'école, pour les activités extrascolaires de s'installer en milieu rural. Et souvent, ces jeunes couples travaillent, soit l'un des 2 du couple, soit les 2. Quitte à fuir la ville et à changer de décor, la grande majorité des citadins souhaitent s'installer dans un petit village en race campagne. Nathalie, Stéphane et leurs 2 petites filles ont quitté leur cité HLM de la banlieue parisienne pour emménager en Haute-Marne dans ce hameau de 40 habitants. Ils ont repris ce bar-restaurant il y a 8 mois. Pour eux, c'est une nouvelle vie qui commence. La famille vit à l'étage dans un 150 mètres carrés, 3 fois la surface de leur ancien appartement en ville. La chambre est plus grande que la salle à manger qu'on avait en région parisienne. Autre avantage, en s'installant à la campagne, le couple deviendra propriétaire. Chaque mois, ils versent 2 700 francs à la mairie et dans 10 ans, le café et l'appartement seront à eux. Quand on voit le prix des loyers déjà en région parisienne, c'est déjà conséquent. Alors si en plus on parle de devenir propriétaire, on aurait payé pendant 30 ans et on aurait eu un studio. Gain d'espace et surtout gain de temps pour profiter de leurs enfants. Je découvre le plaisir d'être une maman, oui. Moi, les autres enfants, à 3 mois et demi, on les mettait à la crèche ou chez la nounou. Tandis qu'elle, j'espère pouvoir la voir grandir plus longtemps. La voir s'ouvrir à plein de choses. Et puis là, on a la chance de pouvoir faire des balades, de pouvoir faire du vélo, faire plein de choses que j'avais pas le temps de faire à Paris, c'est clair. En plus, les clients ici sont contents qu'il y ait un bébé. C'est le premier bébé depuis 11 ans ici. Et puis ils viennent et ils aident. Et puis là, hier on m'a posé des questions sur la petite, c'est les clients qui ont répondu, j'ai même pas eu le temps de répondre. Hop, en avant la puce. Bisous maman. Travaille bien. Vous les laissez partir seule à l'école, Nathalie? Oui. Contrairement à Paris où avec l'insécurité plus le trafic et tout, on est obligé de les emmener. Ici elles y vont toutes seules, elles reviennent toutes seules de l'école, il n'y a pas de problème. La première crainte de ceux qui s'installent à la campagne, c'est l'isolement. Si Nathalie a vite oublié ses peurs, c'est parce que le village l'a très bien accueillie. Et on a une épicerie qui est ouverte 3 fois par semaine. Alors c'est vrai qu'en plus, on trouve vraiment... C'est bête à dire, mais ils n'avaient pas de change complet. Maintenant qu'il y a le bébé, ils vont avoir des changes complets. Mais je veux dire, c'est ça qui est fou, ils s'adaptent.
ils rendent le service. Et ça, c'est super, quoi. Je veux dire, on n'aurait pas pu demander à Paris, à l'épicerie, qu'il n'y avait pas de change complet. Maintenant, vous allez en avoir parce qu'il y a un bébé qui vient de naître. En quittant la ville, Stéphane et Nathalie ont aussi changé de statut. Ils étaient employés de mairie, aujourd'hui ils sont patrons. Dans 80% des cas, ceux qui fuient la ville montent leur propre affaire. Pour moi, c'est important d'être nos propres patrons parce que quelque part, c'est un petit peu un rêve qu'on se fait quand on est tout petit. Et puis, ça nous permet de gérer notre vie aussi un petit peu comme on le veut. Une journée de travail ici, c'est complètement différent qu'une journée de travail dans une entreprise où il y a toujours quelqu'un sur son dos. On a le moral, on est bien. Puis je suis libre, j'ai de la place, j'ai de l'espace. Donc je peux faire ce que je veux. Si un jour j'ai envie de, je sais pas, depuis qu'il y a une crise, je viens là, je crie, personne m'embêtera. Je peux la faire tranquille, quoi. Les crises, il y en a beaucoup? Ah, du tout. Pour l'instant, il n'y en a jamais eu, mais en cas où, on sait où aller, quoi. Eux, c'est en famille qu'ils ont changé de vie. Mais d'autres citadins ont fait ce choix en solo. Vanessa a 26 ans et a grandi à Paris. Avant de s'installer en Dordogne il y a 2 ans, elle n'avait jamais vécu à la campagne. Elle encadrait une équipe d'enquêteurs dans un grand institut de sondage. Aujourd'hui, elle élève des chèvres et des volailles bio. Vanessa, passer l'institut de sondage au tracteur, c'est pas un changement trop important? Oh non, ça l'a été au départ, mais ça l'est moins maintenant. Non, je m'y fais très bien. Mais à Paris, j'avais une vie très active, je travaillais énormément, j'avais pas le temps de vivre, justement. Et ce que je trouve ici, c'est le calme, la sérénité à côté de l'agitation de la ville, en fait. Par contre, c'est vrai que j'étais bien payée, que j'avais un petit appartement, mais bon, je profitais absolument pas de la vie. C'était justement pour être bien payé, pour avoir des responsabilités. À Paris, il faut donner beaucoup de son temps, beaucoup d'heures, et il n'y a pas de retour. Alors qu'ici, le moindre travail, j'ai un retour. Je sais que... Alors que là-bas, moi, j'avais l'impression de travailler à perte, quoi, hein, et de payer un loyer à perte, de ceci et de cela, et ça, non, quoi. Quand Vanessa a décidé de quitter Paris, elle n'avait que 24 ans. Elle vivait en couple depuis 5 ans. La journée, elle travaillait et le soir, c'était sortie entre amis, cinéma, restaurant ou concert. Une fois installée à la campagne, son BTS de commerce international ne lui servait plus à rien. Elle a dû suivre une formation d'exploitant agricole. Vanessa est repartie à zéro. Cookie, viens ici. Ça sent le champignon, là. Ah, ça, toutes les odeurs ici, ça c'est... Moi, j'ai retrouvé l'odorat, c'est vrai que... Cookie! Qu'est-ce qui a changé dans votre corps depuis que vous êtes ici? L'état des mains, des doigts, c'est de la corne, on a beau frotter à la javel 10 minutes, ça reste noir. Donc ça, c'est un peu un problème. Et puis la musculature qui se développe énormément, hein, c'est le fait de marcher, parce que l'air de rien, on fait des kilomètres toute la journée. Moi, je pourrais plus rester comme avant, 8 heures enfermée, assise ou à piétiner, c'est plus possible, ça. Donc je constate, moi, tous les jours, les bienfaits puis de la vie dehors, hein, parce que... Quand on passe toute sa journée dehors, et bien le soir, à 14 degrés, on a trop chaud, on est bien, c'est de la bonne fatigue physique. Tout ça, c'est vraiment plaisant. C'est quelque chose que j'ai jamais connu avant. Entamer une nouvelle vie, c'est parfois faire des sacrifices. À Paris, Vanessa gagnait 13 000 francs mensuels. Aujourd'hui, son élevage lui rapporte à peine 6 000 francs. Sa ferme n'est pas encore rentable et Vanessa doit faire des économies. Elle se chauffe au bois. Ça fait aussi partie de son nouveau mode de vie. Je suis là, je prends le temps de m'arrêter, de m'asseoir, de me poser, de manger un repas structuré et complet, ce qu'on ne peut pas faire en ville, souvent parce qu'on a peu de temps et on ne rentre pas forcément chez soi. Et à la campagne, on a, je pense, plus la possibilité de se retrouver. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui ont trop perdu de repères en ville, et beaucoup s'en rendent pas compte, hein, qui vivent vraiment selon un rythme qui est loin du rythme biologique de l'humain et qui supportent plus au bout d'un moment, hein, tous les phénomènes de dépression, Enfin, je pense que ce sont des gens qui craquent et qui ont besoin de retrouver des valeurs, les vraies valeurs. Pour les amateurs d'accordéon. 2 fois par semaine, Vanessa vend sa production sur le marché de Saint-André-de-Cubzac, à 50 km de chez elle. Elle fait aussi de la vente directe, à la ferme ou à domicile. En 2 ans, Vanessa a pris le temps de faire connaissance avec les gens de la région. J'avais 20 ans. À propos de quoi faut-il être vraiment vigilant pour être accepté quand on vient de la ville et qu'on veut s'intégrer à la Il faut beaucoup d'humilité parce qu'il faut surtout pas montrer qu'on est un peu d'un autre milieu. Il y a toujours une espèce de supériorité, infériorité par rapport à ville-campagne. Donc faut plus essayer même de se rabaisser presque
plus bas que tout le monde et montrer qu'on est ignorant, qu'on ne connaît rien ici et qu'à la rigueur on a envie de tout apprendre. Surtout pas arriver avec des idées préconçues, des préjugés et être très ouvert. Puis vous avez quelques œufs? Oui. Je vais prendre aussi. Avez-vous une boîte? La campagne, c'est un tout petit monde avec ses rumeurs et ses ragots. Et à son arrivée, Vanessa n'y a pas échappé. Ah bah, le genre de ragot, oh, elle va pas tenir, ça va se casser la figure, elle sait pas élever des animaux, on sait pas... Bon, elle a eu beaucoup de curiosité, alors ils observaient ce que je faisais, des ragots sur mes fréquentations, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent, il y a des voitures immatriculées d'un peu partout. Et puis maintenant c'est fini quoi, au contraire, ils regardent peut-être même plus avec un petit peu de respect parce que j'ai réussi à tenir. Allez, oui, je vous tiens au courant, je vous appelle. Hein. Merci, bonne journée mesdames. Ah ma fille, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien ma chips. Très bien là. Oh, 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 oh. Bien, Matt. Cet exode de la ville vers la campagne touche en fait tous les milieux, y compris les plus aisés. Frédéric et Patrick ont eux aussi quitté Paris il y a 6 ans pour s'installer en Provence, près d'Uzès. Elle est gérante d'une société parisienne, lui est avocat d'affaires international. En 3 jours, ils ont décidé de quitter la capitale pour cette bastide de 300 mètres carrés. Quand je suis arrivée ici, il m'a poussé la porte et j'ai ressenti une espèce de bonheur, de vrai bonheur. Donc je me voyais vivre là avec ma famille. Je crois que c'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Pour moi, c'était important d'avoir ma maison, ma famille, dans un cadre où il n'y a pas de bruit, où on se sente bien. Mais aussi, en un coup de voiture, c'était important de pouvoir aller à la plage, pouvoir aller à la montagne, pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller voir des spectacles. C'était même essentiel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi plutôt ce coin-là. Où est-ce que vous allez? Je vais à mon bureau. Quand il fait beau, j'ai l'habitude de m'installer sur un petit muret au soleil pour travailler. Grâce au fax et à son ordinateur portable, Patrick peut travailler à distance. Il ne va à Paris que 2 jours par semaine. Parce que même si on est loin de Paris, on est tout près de Paris ici. Il suffit de se trouver tout près de la gare d'Avignon ou tout près de l'aéroport d'Avignon ou de Nîmes. Et on est à 1h30 de Paris ensuite. Vous avez l'impression d'être un meilleur avocat? Bien meilleur. Bien meilleur parce que je suis un homme d'action et de réflexion. Avant, je n'étais plus qu'un homme d'action et la réflexion passait au 2e plan. Frédéric aussi travaille à distance. Sa société est basée à Paris, mais depuis qu'elle est installée ici, la priorité ce n'est plus les affaires, mais la vie de famille. J'ai trouvé un calme, une sérénité que je n'avais absolument pas à Paris. Et je pense qu'à la fois dans le couple, c'est quelque chose de très important, parce que mon mari aussi se sent mieux. Et donc les enfants ne peuvent que bénéficier de ce changement et cette évolution en positif. Je n'aurais pas eu un autre enfant à Paris. Je l'ai fait ici parce que il me semble que les choses sont plus simples, parce que le climat familial s'y prêtait aussi. Il y a une espèce d'harmonie qui s'est instaurée entre tous les membres de la famille qui fait qu'on avait envie du petit dernier. Thibaut, c'est le symbole du bonheur et c'est le symbole de la réussite de ce départ, je crois. Alors on vient de le voir, fuir la ville, c'est vraiment changer de vie. Mais si vous avez seulement envie de faire un break pour respirer ou pour réaliser un rêve, il existe un moyen, le congé sabbatique. Il peut durer de 6 mois à 1 an et pour y avoir droit, il faut 6 ans d'expérience professionnelle et au moins 3 ans d'ancienneté dans la même entreprise. Et il y a alors dans ce domaine 2 cas de figure à vraiment retenir. Vous travaillez dans une entreprise de plus de 200 salariés. Là, votre employeur ne peut vous refuser un congé sabbatique. Il peut juste repousser votre départ de 6 mois. Deuxième cas, votre société compte moins de 200 salariés. C'est alors à votre employeur de juger si oui ou non votre absence peut nuire au bon fonctionnement de l'entreprise. Bien sûr, ce congé sabbatique, c'est sans solde et on ne peut pas tout avoir. En revanche, quand vous rentrez, vous devez logiquement retrouver le même emploi ou en tout cas l'équivalent. Alors, ce fameux congé sabbatique, on en rêve tous. Et puis, il y a ceux qui ont le courage de franchir le pas. C'est le cas de Florence. Merci infiniment d'être avec nous ce soir. On peut parler de courage, ça a été véritablement le cas? Un petit peu de culot. Ouais. Beaucoup de chance, pas franchement du courage. Mais sur un coup de tête ou alors longuement préparé? Non, pas du tout sur un coup de tête, ça a été mûri pendant plus d'1 an et demi, parce qu'il faut quand même le temps de le préparer. Enfin, pour moi on avait vraiment un projet, on voulait réaliser quelque chose en bateau, et il faut le temps de le préparer. On part pas comme ça en claquant des doigts, d'abord pour bien vivre l'année, et puis ensuite parce que professionnellement,
faut quand même prendre le temps de prévenir son employeur, de gérer l'année. Quelles ont été les réactions justement des copines de boulot? Elles étaient quoi, jalouses, envieuses? C'était on partirait bien aussi? Ah, c'était... Elle vivait un peu, elle et il d'ailleurs, vivaient un peu... comment... C'est difficile, ils participent vraiment aux rêves et à la limite, ça leur fait ressortir leurs propres rêves. Pour tous les collègues de boulot, ça a été la même chose. C'est pas du tout de l'envie, c'est au contraire de l'adhésion et puis des rêves personnels qui ressortent. Alors, vous êtes parti où? Alors, intéressant ça. Alors d'abord, je suis partie en bateau, parce que sinon on ne comprend pas. Et puis, je suis partie 2 mois et demi en Méditerranée. Et puis ensuite, retour en France pour peaufiner le bateau, si on peut dire. Et puis descendre le long des côtes espagnoles, passage de Gibraltar, traversée de l'Atlantique, et arriver 5 jours avant Noël, en Martinique, donc aux Antilles, que je ne connaissais pas. Et puis là, 6 mois aux Antilles. Avec l'eau bleu turquoise, comme on vient de la voir, c'était vraiment ça? C'était ouais, le rêve? Exactement. Exactement. C'est l'idée que vous en aviez? C'est vraiment le paradis sur Terre? Ouais. Oui, c'est 6 mois de paradis. Enfin, les Antilles, c'est vraiment un lieu absolument magique, surtout quand on les découvre en arrivant après 3 semaines de mer, en ayant vécu dans un rythme de traversée, et on débarque et on découvre les Antilles. C'est fabuleux, enfin, c'est quelque chose qui est difficile à raconter. C'était quoi justement l'envie de partir? C'était de casser un quotidien? C'était un vieux rêve d'enfant? C'était à ce moment précis, il fallait partir? Ah, c'était un très vieux rêve d'enfant. J'avais lu des livres, et pour moi, vivre sur un bateau, c'était un truc naturel. Ouais. C'était un truc complètement naturel, vivre sur un bateau. Ressources, quoi. Ouais, un petit peu ça. Et après, il y a eu l'opportunité d'être 2 à avoir le même rêve en même temps, et puis après de le faire. C'était vraiment, c'était un rêve d'enfant. Et puis c'était l'envie d'être ailleurs que dans une tour, ailleurs qu'à Paris, de respirer tous les jours, de voir le soleil se lever, de voir le soleil se coucher, d'être disponible, d'avoir du temps, de pouvoir... Alors justement, après 364 jours quasiment sur le bateau, le dernier jour, on pense à quoi? On se dit, c'est terminé, la quille finie, on rentre. Comment on est psychologiquement? Pour moi, j'ai toujours su qu'il fallait rentrer. C'était pas dramatique, parce que le temps était fini, et puis je retournais dans une vie sociale, parce que pendant 1 an, on est en dehors du monde, on est vraiment en dehors de tout. Ça fait envie. Et bon, l'été, ça s'est bien passé. L'automne, c'est un peu plus dur quand on retrouve les habitudes reviennent, le gris, le temps qui se détraque un peu. Et là, mais le soleil est loin. À un moment où vous vous êtes dit, non, je ne rentrerai pas. Il y a un moment où vous vous êtes dit, bon, je reste là, l'année sabbatique, elle va devenir quasiment permanente. Non, on ne peut pas. Très honnêtement, non. Il y a sûrement des gens qui se le disent. Mais moi, je ne me rappelle pas m'être dit, je resterai toute ma vie là-bas. Non, c'était un an de merveilleuses vacances, c'était un an pour vivre vraiment chaque jour autre chose. C'était ça. Vous la recommandez, cette année sabbatique? Ah oui, à tous ceux qui peuvent. Alors là, sans hésiter, mais chacun avec ce qu'il a au fond de lui, quoi. Pas forcément un bateau, les Antilles. Ça, c'était moi, mon rêve. Mais ça peut être, je sais pas moi, traverser les Alpes, n'importe quoi. Mais une fois réalisé ce qu'on a au fond de soi, de façon instinctive, de façon naturelle, oui. Ah oui, si on peut, faut le faire. Ça veut dire que cette année sabbatique vous a un peu regonflé, redynamisé? Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut bien voir qu'après 1 an passé sous le soleil, passé à vivre à son rythme, on a une pêche, une énergie, mais qu'on n'imagine pas, quoi. Vraiment, c'est tout à fait autre chose. On est prêt à tout, et puis on a envie, quoi. On a envie de faire, donc... Et c'est communicatif, parce que moi, vous me l'avez donné la pêche. Alors justement, on va continuer. Merci Florence d'être venue. On va continuer tout de suite. Pourquoi ça marche? Avec le fameux hit d'Olivia. C'est parti. On commence ensuite avec l'objet le plus tendance du mois pour surfer sur Internet ou tout simplement travailler des heures sur un ordinateur. C'est un pool de designers finlandais qui nous propose la station de travail du futur, le Netsurfer. D'accord, c'est très beau et très frime, mais est-ce que c'est vraiment utile? William est infographiste 3D, il passe environ 11 heures par jour devant un ordinateur, c'est donc le testeur idéal. Alors William, vos impressions? T'as l'impression d'être dans ton lit, là. Ça me fait penser à un gros insecte. C'est le truc de l'an 2000, ouais. C'est simple, c'est efficace, c'est beau. Pour le bureau, ouais, j'achète. Quand on travaille sur une scène 3D, des fois, c'est assez compliqué et on arrive à être découragé. Et moi, j'ai remarqué que je prenais à peu près cette position quand j'étais découragé parce que ça me déstressait quelque part. Un peu comme si je retournais un peu dans mon lit pendant 5 minutes.
Et là, cette position, je l'ai naturellement. C'est le siège du repos, on va dire, tout en travaillant. Et vous seriez prêt à payer combien pour ce petit bijou? Moi, je serais prêt à mettre jusqu'à 10 000 francs. Peut-être que je rajouterai un frigo. Bonne idée. Ceci dit, sans frigo, le Net Surfer coûte déjà 22 700 francs. À vos tirelires. Et maintenant, 3 jours après l'arrivée officielle du printemps, voici la panoplie de saison pour nous, mesdames, à adopter dès aujourd'hui et jusqu'au mois de septembre. Le pantalon corsaire, qui avait fait son grand retour l'été dernier, confirme son succès cette année et il devient la base de toute garde-robe qui se respecte. Nouveauté 99, un revers assez large dans le bas. Pour ce qui est du haut, le détail indispensable qui fera de nous les créatures les plus tendances de l'été, ce sont les fronces. Côté accessoires, les pieds se prélassent dans ces baskets nouvelle vague, qu'on les baptise babouchquettes ou mules de compète, elles sont totalement incontournables. Plusieurs marques les proposent et si vous êtes frileuse des orteils, choisissez sans hésiter la version fermée. Pour parfaire votre look, oubliez les sacs à dos bandoulières et autres sacs à main. Cet été, c'est autour du bras que l'on accroche ses clés et son rouge à lèvres. Et comme chaque mois, on a rendez-vous dans la rue pour dénicher les nouvelles expressions. Alors, comme le thème de l'émission, c'est changer de vie, on s'est demandé comment on dit quand on en a assez. Avant, on disait « y en a marre », tout simplement, mais aujourd'hui... Ouais, ça. Rafle le coup. Craignos, on en a ras-le-bol. Ouais. C'est pas très nouveau, ça ras-le-bol, hein. Ralouf? Non, mais ralouf. Et plein la tête. Tu me prends la tête, ça me prend la tête. 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 C'est la misère. C'est la misère. Ah, c'est relou. C'est relou. Vas-y, t'es relou, toi. C'est relou. C'est relou. C'est relou aussi, c'est un peu. Écoute, t'es relou, hein. Franchement, ça me goûte des, c'est saoulant. Putain, fais chier, merde. On a ras le bol, on a ras le cul. Putain, fais chier. Franchement, on arrête ça. C'est bon, allez. Tu me saoules là. Ça me saoule, ouais. Ça me saoule, ouais. Ça me saoule aussi, ouais. Ah, ça me saoule. Ah, ça me saoule, ouais. Ça me saoule. Ah, ça me saoule, ouais. Ça me saoule. Ah, ça me saoule, ouais, vraiment. Ça me saoule grave. J'en ai assez. D'ailleurs, je m'en vais parce que j'en ai vraiment marre et j'ai des trucs à faire. Salut. C'est ça, salut. C'est relou, ça me prend la tête, ça me saoule. Enfin, rien de très nouveau. De là, on conclure que ça ne va pas si mal. Plutôt bon signe. Et se dire « y en a marre », ce n'est pas forcément faire un constat d'échec. Au contraire, c'est souvent l'occasion de s'offrir une autre chance, un peu comme une deuxième naissance. C'est le cas de tous ceux qui un jour ressentent le besoin de chambouler leur quotidien pour se consacrer aux autres. Ainsi, 3000 Français sont engagés dans l'action humanitaire et travaillent aujourd'hui à travers le monde pour aider les populations en difficulté. Alors, dans quelques instants, on va voir concrètement comment ils vivent cette expérience sur le terrain. Nous partirons au Niger, mais avant, on va découvrir qui sont les nouveaux candidats à l'action humanitaire et comment ils sont recrutés. Et vous allez vous rendre compte que si dans les années 70 et 80, la bonne volonté suffisait parfois pour agir dans le domaine de l'humanitaire, désormais ne part pas qui veut. Il faut être professionnel, compétent, efficace et les critères de recrutement sont de plus en plus stricts et précis. Le profil humanitaire a changé, comme nous le prouve Véronique Blanc. Nous sommes à Paris au siège d'Action contre la faim. Journée décisive pour Françoise, 45 ans, actuellement conseillère en gestion. Pendant plusieurs heures, elle va passer entretien et examen d'embauche pour réaliser son rêve, travailler dans l'humanitaire. J'ai pas mal voyagé, j'ai rencontré les responsables de l'ONG sur le terrain et ça m'a donné envie de dire pourquoi pas moi finalement. Mais l'humanitaire, il ne suffit pas de le vouloir pour s'y engager. Aujourd'hui, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, le recrutement est de plus en plus pointu. C'est plus dur parce que nous, on ne peut pas se permettre de se tromper. Hein. C'est les gens au bout. Par exemple, quelqu'un qui irait pas bien, qui va divaguer sur ses questions personnelles et ses errements, et c'est les populations qui sont en danger. Donc le risque, on ne peut pas le prendre. Hein. Ici, comme pour les autres grandes organisations, il y a 3 entretiens avec 3 recruteurs différents. Le but est de déceler les personnes qui verraient dans l'humanitaire l'occasion de fuir leurs problèmes. Après Florence, c'est Eliane qui va tester la candidate. Je pense que, donc Eliane, je te passe le CV. Donc je pense que c'est une candidate qui est intéressante. Quand on a 2 ou 3 entretiens consécutifs, ça permet quand même de, au bout du compte, les gens sont fatigués, donc s'il y a un peu de vernis, ça craque, et puis on a le candidat qui est plus sincère, et puis on arrive à mieux le découvrir. La bonne volonté ne suffit donc plus, les organisations exigent de l'efficacité comme dans n'importe quelle société. Cette tendance au professionnalisme date du début des années 90. La grosse différence, c'est qu'on ne nous demandait pas de résultats, je pense. Maintenant, on nous demande des résultats. Et
c'est clair que ces résultats, on nous demande de les quantifier, de les qualifier, alors qu'avant, on était sur un romantisme, sur une volonté personnelle d'aller auprès de ces populations et sur un effet de solidarité avec beaucoup de romantisme et d'idéalisme. En plus des entretiens, Françoise passe des tests écrits. Pour travailler dans l'humanitaire, il faut une solide expérience. Ici, Françoise se présente pour un poste de chef de mission ou d'administrateur. Elle doit donc maîtriser la comptabilité, la gestion, et ce n'est pas tout. Traduire en anglais une lettre et des connaissances informatiques. Qu'est-ce qu'un disque dur, à quoi sert une souris, enfin je lis pas tout. Pour l'heure, Françoise doit passer encore un dernier entretien avant de savoir si elle sera sélectionnée, si un jour elle ira sur le terrain. De cet ordre. Je voudrais... Tu restes là, toi. Tu restes là. Tu restes ici. Peut-être que Marois... Tu restes ici. Un rebelle en colère, une situation extrême. Ceci est une simulation. Nous sommes en Savoie où la Croix-Rouge organise des exercices pour préparer les futurs humanitaires en cas de conflit. Jusqu'au bout, les candidats sont mis à l'épreuve et peuvent être recalés s'ils ne tiennent pas le coup. La Croix-Rouge a été la première à prendre en compte le stress des humanitaires. Mais depuis les événements du Rwanda en 1995, la majorité des autres organisations lui a emboîté le pas. La solidité psychologique des candidats est une des clés de la réussite des opérations. Si la sélection s'est affinée, c'est que depuis 10 ans, l'humanitaire a attiré de plus en plus de candidats. Aujourd'hui, il y a environ 3000 Français sur le terrain à l'étranger. Parmi eux, 1000 cadres et 2000 volontaires. Du fait de la professionnalisation du secteur, la moyenne d'âge de ces expatriés a augmenté. Elle se situe aujourd'hui à 32 ans, plus de la moitié à Bac+3. Aujourd'hui, travailler dans l'humanitaire, c'est accepter d'exercer son métier dans des conditions difficiles et d'être indemnisé 4 500 francs par mois. On l'a vu, et c'est normal, il faut une certaine solidité psychologique pour s'engager dans l'humanitaire, ce qui bien sûr n'est pas donné à tout le monde. En effet, si ces hommes et ces femmes changent de vie, ils vont surtout sur le terrain pour changer celle des autres, et ça, cela change tout. Alors comment vivent-ils ce choc, loin de leurs racines et de leurs amis? Comment s'adaptent-ils à leur nouvel environnement? En quoi leur vision de la vie a-t-elle évolué? Pour le savoir, nous sommes allés en Afrique, là où les expatriés français dans le domaine de l'humanitaire sont les plus nombreux. Reportage de Véronique Blanc et Christophe Buchet. Le Niger, un des pays les plus pauvres d'Afrique. Anne vit ici depuis 1 an, elle a 23 ans. Avant, elle était étudiante en France et menait une vie classique. Aujourd'hui, changement de décor. Anne est la seule européenne à vivre ici à Douchi, une petite ville perdue du Niger, à 3 heures de route de la capitale, Niamey. Son diplôme d'aménagement du territoire en poche, Anne a choisi de travailler dans l'humanitaire, ou plus exactement dans le développement. Sa vie a alors basculé de la France au Niger. Visite guidée de la maison qu'on lui a mise à disposition. Il n'y a pas trop de décoration parce qu'ils ont refait les peintures. Enfin, ils ont commencé à refaire les peintures il n'y a pas longtemps. Donc j'avais tout enlevé et ils n'ont pas fini, alors j'ai cru qu'ils allaient revenir. Puis ils ne sont pas revenus. Donc je l'ai laissé comme ça. Donc ma petite chambre avec le bazar. Il y a des nuits où j'avais un peu stressé, c'était qu'il y avait des fourmis qui rentraient, mais vraiment une nuée de fourmis qui descendaient du lit. Et puis bon, pendant la saison chaude, tu te réveilles toujours la nuit pour boire, donc tu allumes la lumière. Et là, juste à côté du lit, tu vois plein de fourmis qui t'arrivent dessus. C'est la première fois qu'elle vit seule. Avant de partir, elle habitait chez ses parents à Tours. Anne leur avait parfois parlé de son envie de s'engager, mais ils n'avaient pas imaginé qu'elle passerait à l'acte aussi vite. Sur le coup, ils ont été un peu sciés, quoi. Parce que ils pensaient peut-être pas que j'oserais, ou... Et puis 2 ans aussi, ils se sont dit ah bon. Et puis en même temps, enfin, ils ont vu vraiment que c'était quelque chose que je voulais, que ça me faisait vraiment plaisir et que c'était quelque chose que j'attendais. Donc ça c'était super parce qu'ils m'ont vachement soutenue, quoi. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était être sur le terrain, être utile dans un pays en voie de développement. Aujourd'hui, elle l'est. Elle dirige des projets humanitaires ici à Douchi,
Des projets qui s'inscrivent dans le temps. Le village n'est pas dans une situation d'urgence. Anne aide à améliorer les conditions de vie de la population. Cela commence par exemple par l'assainissement des abattoirs. À elle de tenir les budgets alloués pour les projets. À elle de négocier avec les pouvoirs locaux. C'est son rôle de volontaire. Une première activité de l'opération, ça a été de délocaliser l'abattoir ici, donc excentré de la ville. Donc il a fallu à la fois acheter un terrain, reconstruire une aire d'abattage, un puits, un séchoir pour les pots. Et donc je sais pas, il y avait quelques autres petits travaux complémentaires. Anne a été recrutée par l'AFVP, l'Association française des volontaires du progrès. Elle a un contrat de 2 ans, 2 années passées loin de la France. C'est une période longue, mais nécessaire pour s'adapter. Pendant les 6 premiers mois, c'était tout était une découverte. Donc là, c'était comme si, on avait des émotions un peu tout le temps, quoi, pour découvrir à la fois le paysage, les gens, comment ils vivaient. Donc les 6 premiers mois, tout est fort, quoi. Après, tu as pris un peu tes repères et c'est comme si tu voyais vraiment les vraies choses qui te touchent, quoi. Ce qui la touche vraiment, c'est de voir que sa présence et son travail sont utiles. Par exemple, Anne a initié un projet de diversification des cultures pour lutter contre la malnutrition. Tous les jours, elle vient soutenir la population. Du jour au lendemain, Anne s'est donc retrouvée avec beaucoup de responsabilités. Parce qu'elle ne doit pas flancher, elle a trouvé de quoi décompresser. Mon petit jardin, c'est mon petit bonheur quand j'arrive après le travail et que je suis un peu énervée, qu'il y a des trucs que j'ai rien compris. Et là, je me mets ici, je regarde mes plantes et ça fait du bien. Et ça, vous le faisiez en France, un peu de jardin, de potager? Non, parce que de toute façon, j'étais étudiante, je vivais chez mes parents et puis... Non, j'avais jamais pris l'initiative comme ça. Je crois que ça me serait pas trop venu à l'esprit. Mais j'ai jamais eu de maison à moi non plus, quoi. Le lendemain, Anne reçoit la visite de ses supérieurs qui sont eux basés à Niamey, la capitale. Ils viennent vérifier la bonne marche des opérations et faire un bilan. Tu vas bien? Ça va bien? Christophe est l'homme qui encadre tous les volontaires du Niger. Idi assiste Anne dans son travail. Idi et Oumarou sont 2 Nigériens salariés de l'association. Anne a beaucoup appris grâce à ces 2 hommes, notamment une philosophie, une mentalité qu'elle a découverte en arrivant ici. Quand on commence à travailler avec les gens, une des premières choses qu'ils te disent par les salutations, c'est « ça y est, un courri », donc patience. Pour tout, on te dit patience. Donc ça veut dire t'as pas à t'attendre à des résultats le lendemain, quoi. Donc petit à petit, ça rentre, quoi. Mais en même temps, il faut savoir aussi renvoyer la balle quand toi tu travailles et qu'on attend que tu leur apportes des choses tout de suite. Là aussi, toi, tu peux dire patience. Sa patience, Anne l'atteste en ce moment sur un nouveau projet qu'elle essaie de mettre en place, le ramassage des ordures avec cette charrette. Comme les 30 volontaires en place au Niger, elle doit rendre des comptes à Christophe. Les résultats doivent être visibles et efficaces. Anne doit justifier sa présence. Pour qu'ils achètent les charrettes après? Non, l'idée c'est que... Parce que 400 000, c'est un gros investissement, ouais. J'ai pas bien compris. Avec le financement qu'on a... Ouais. Subventionner les charrettes. On subventionne les charrettes, d'accord. Ouais. Et après faire un crédit pour les chameaux, l'achat des chameaux. Ensemble, ils vont se rendre à la mairie. Là, Anne va se heurter aux doléances du maire, pas tout à fait convaincu par le ramassage des ordures par un chameau. Ce genre de négociation, cela aussi c'est nouveau dans la vie d'Anne. Excellent, la route a été bonne. Merci beaucoup. Bonjour, ça va? Ça va bien. En forme? Alors, ça va. Mon impression personnelle, c'est que le chameau ne serait pas bien approprié pour la ville de Douti. Mais ce qui serait préférable, peut-être, moi je trouve, peut-être avec un petit tracteur pour ramasser les ordures. Bon, le tracteur peut servir au moment où je vous dis que les gens sont en train d'initier les gens à ces sites, à ces trucs maraîchers là.
Comme tous les Français en poste ici, Christophe aussi a vécu un changement radical dans sa vie professionnelle. En France, cet homme était cadre supérieur, il habitait à Lille et gagnait 40 000 francs par mois. Mais son rôle de directeur des ressources humaines dans un groupe industriel a fini par lui peser. Surtout lorsqu'il était obligé de licencier des salariés dans des contextes sociaux difficiles. Faire des licenciements et expliquer aux gens qu'on les licencie pour leur bien, il y a des moments où ça devient un peu lourd, un peu pesant. Mais il y a un moment où je me sentais changer de camp. Il y a des moments où j'arrivais plus à défendre la position du patron et ça ne m'allait pas. Aujourd'hui, il est salarié de l'Association française des volontaires du progrès. Il gagne la moitié de ce qu'il percevait avant. Anne touche un défraiement de 3 500 francs par mois. 1 200 francs d'indemnité lui sont versés en plus sur un compte en France. Pour cette somme, elle travaille 7 jours sur 7. L'humanitaire, ce n'est pas le bureau. Sur 1,5 hectare, il faudrait qu'il y ait 2 puits. Quand tu travaillais justement en France, quand tu travaillais le week-end, tu le prenais de la même manière? Prendre la voiture pour aller au bureau, pour traiter un dossier, en France, le samedi ou le dimanche, je trouvais ça inacceptable. Ici, ça me gêne vraiment pas. Tu sais, tu dis style, il y a des volontaires qui partent à tel endroit, il faut ramener telle chose, il faut être réactif. Exceptionnellement, Anne, aujourd'hui, reçoit la visite de Félix et Eric, 2 autres volontaires en poste dans un village à 800 km de là. Tous ont commencé à apprendre le Haoussa, la langue locale. Daga inakake. Daga nyame inake. Daga nyame. Daga babangari. On sait juste dire quelques phrases. Non, on le parle pas très bien en fait. Là, vous avez dit quoi par exemple? Bon, les petites phrases habituelles, d'où est-ce qu'il vient, qu'est-ce qu'il fait ici. Est-ce qu'il a beaucoup d'argent? Voilà. C'était la première fois où vous veniez en Afrique? Le choc est grand quand même, quand on vient de Haute-Savoie. Le choc est grand, je fais pas de ski ici. Mais non, mais c'est bien d'ailleurs, on n'a pas fini d'être choqué et surpris. Il nous reste encore 1 an et j'espère que ça va être tout aussi intéressant et qu'on va s'en prendre encore plein la gueule. Bon, bah là, tu vois, on n'a rien compris. Félix et Eric ne seront restés que quelques heures à Douchi. Eux ont la chance de travailler à 2 dans le village dont ils s'occupent. Anne est seule, mais ne s'en plaint pas. Avec les amis, j'ai de la chance parce que je reçois beaucoup de courriers. Et donc j'ai des nouvelles par mes parents. J'écris un peu. Ouais, ça me manque, mais je veux pas y penser comme ça. Je veux plus y penser comme un soutien. Vos parents, de vous voir supporter tout ça, ils doivent être à la fois fiers et ils doivent se dire c'est dur pour elle, quoi. Ouais. Ouais, je crois, ouais. C'est rigolo. Ouais, c'est un peu gênant. Ouais, je pense qu'ils sont fiers. Et puis, en même temps, moi, je me dis, mais il n'y a rien d'exceptionnel, quoi. Il n'y a rien d'exceptionnel parce que... Si vous pourriez vivre confortablement en France... Non. Non. Vous pourriez gagner de l'argent, vivre dans un petit appartement sympa avec votre ami? Non. S'il y a des choses qui peuvent me manquer, c'est vraiment pas ça. Ouais, il y a toujours des petits moments où t'en as marre et tu te dis, tu reçois une lettre, tu vois des gens qui sont partis en vacances en montagne. Ça doit faire du bien quand même. Mais bon. Anne a un contrat de 2 ans avec l'Association française des volontaires du progrès. Elle ne pourra le renouveler que pour 1 an maximum. Pour l'heure, elle n'a pas encore décidé ce qu'elle fera plus tard, soit continuer dans le développement, soit retourner en France pour à nouveau changer de vie. Quant à vous, si vous souhaitez vous investir dans l'humanitaire, vous trouverez toutes les infos concernant ces associations sur le Minitel et site internet de M6. Mais parfois, pour changer de vie, il n'est pas vraiment besoin de courir aux 4 coins du monde ou bien encore de fuir la ville. On peut tout simplement changer de décor. Pour ceux qui ne supportent plus leurs 2 pièces cuisine, voici quelques idées vraiment originales. Dans le domaine du logement, vous le savez, tout est permis
et certains ont choisi de s'installer dans des lieux où il ne vous viendrait même pas l'idée d'habiter. C'est un nouveau style de vie, pas toujours très confortable, c'est le moins que l'on puisse dire, mais vraiment insolite. Avec Olivia, on vous propose maintenant ces fameuses perles rares qui valent, croyez-moi, vraiment le coup d'œil. Par exemple, une gare, de préférence désaffectée. C'est mieux, surtout pour le bruit. Si vous êtes tenté par des gares typiques d'autrefois, guettez les petites annonces dans les journaux spécialisés ou contactez directement la SNCF qui se charge de les vendre aux enchères. Monsieur et Madame Bourg ont acheté celle-ci pour des raisons sentimentales. La grand-mère de Monsieur Bourg en était la gare barrière. Donc ici, actuellement, nous nous trouvons sur le quai de la gare, et où attendaient les voyageurs. Et donc là, c'était les lignes. Vous avez la maison du garde-barrière, les toilettes qui appartenaient à la maison du garde-barrière, et là, la salle d'attente où nous avons fait notre cuisine. Si vous êtes intéressé, attention, ces bâtiments se font rares. La SNCF a quasiment tout vendu. Vous pouvez toujours vous rabattre sur un vieux wagon de marchandises ou de voyageurs. Eux aussi sont à vendre. La SNCF se charge de les acheminer vers chez vous tant qu'il y a des rails. Mais ensuite, c'est à vous de vous débrouiller. Alors réfléchissez. Aujourd'hui, la grande nouveauté dans les grandes villes, c'est la mode des pas-de-porte, des boutiques quoi. Étienne est décorateur et depuis 2 ans, il habite cette ancienne mercerie dans le 17e arrondissement de Paris. Ici, c'est à la fois sa maison, son bureau et sa boutique. Et comment on fait pour en arriver là ? Un jour, j'ai vu une annonce, loue boutique, bail particulier. Donc c'était vraiment, je l'ai pris en appartement complet au début. Puis je me suis mis à évoluer dans mon travail, à avoir besoin d'avoir pignon sur rue. Et puis voilà, ça a été facile, mais pendant 6 mois, j'ai habité ce lieu sans rien vendre. Et en étant propriétaire ou locataire ? Je loue. Et c'est avantageux. Ça a été une des raisons, c'est que je démarrais. Aussi, j'ai pas beaucoup de moyens, et parce que c'est à peu près 20% de moins au mètre carré qu'une surface normale. Donc, et même au niveau de l'achat aussi, c'est vachement intéressant. En tout cas, en location, cela donne 60 mètres carrés pour 4 000 francs net, alors que dans le même immeuble, il suffit de monter un étage pour passer à 6 000 francs pour la même surface. Et la grande particularité de cet appartement, c'est que tout ce qui s'y trouve est à vendre. Les étagères, les lampes, la douche, tout. Mais tout de même, ça doit faire un drôle d'effet de vivre en vitrine. J'ai pas de télé ici, j'en ai pas du tout. Et à la tête des gens, je peux savoir que c'est le printemps, qu'il fait beau, je peux savoir si les infos sont bonnes ou sont tristes, leur tenue vestimentaire, c'est assez marrant. C'est vraiment la scène de la vie, c'est le théâtre du quotidien. Donc vous n'avez pas du tout l'impression que c'est vous qui êtes dans le bocal ? Un petit peu, si, forcément un petit peu, mais bon, j'ai toujours l'opportunité de fermer ces rideaux et c'est ça qui me sauve, d'éteindre la télécommande, d'éteindre la boîte. Je suis pas dans un zoo, simplement passif, à attendre les cacahuètes et quand j'en ai marre, je ferme. Voilà, pas étonnant que vous soyez de plus en plus nombreux à investir les boutiques. Si vous voulez en faire autant, guettez les petites annonces. Mais attention, un bail commercial ne vous autorise pas à habiter les lieux. Il vous faut un bail mixte ou de particulier. Bonne chance! On termine avec les habitations les plus extraordinaires, les lieux saints désacralisés bien sûr. Renseignez-vous auprès du diocèse qui déclare certaines chapelles ou églises désaffectées. L'opération est assez rare, mais ces lieux ne sont pas forcément chers à l'achat. Pour les travaux d'aménagement, c'est une autre histoire. Dans la région de Lyon, cette famille a saisi une occasion, la chapelle d'une congrégation religieuse qui déménageait. C'était il y a 5 ans. On a fait en 2 temps, donc on a une première partie qui est la partie inférieure de la chapelle, puisque la chapelle a été construite sur une ferme. C'était une ferme du XVe siècle, donc cette partie était plus facile à réhabiliter tout de suite. Donc ça fait 4 ans qu'on y habite, et on a entamé maintenant des travaux pour aménager la chapelle au-dessus. Et oui, réhabiliter ce genre de lieu, c'est un travail de longue haleine. L'année dernière, ils ont divisé une partie de la chapelle en 3 niveaux pour faire des chambres. Et aujourd'hui, il ne reste plus qu'un petit salon à aménager. Là, on est dans notre future salle de séjour, puisqu'on est en train de finaliser les aménagements. C'est pour ça qu'on a fait ce projet. Parce qu'il y a un lieu magique, un lieu immense. Et si vous vous demandez si tous ces efforts sont payants, au bout du compte, demandons à monsieur quel type de logement il aurait pu avoir pour le même prix. Une maison de 160 mètres carrés avec un terrain de 1000-1500 mètres. Soit environ la moitié en surface, sans parler du charme, de l'originalité, bref, du cachet.
Pour finir, un petit détour en Allemagne, à Berlin. Dans cette grande église protestante, on continue de servir la messe le dimanche. Mais les fidèles n'étant pas assez nombreux, la moitié du bâtiment a été aménagé en HLM. Il faut être réaliste. On n'avait plus les moyens d'entretenir l'église. Les travaux ont été financés aux 2/3 par des fonds publics et en tout 9 appartements à loyer modéré de 50 à 90 mètres carrés ont été attribués par les services sociaux. Et forcément, cela ne plaît pas à tout le monde. La maison du Seigneur, madame, c'est la maison du Seigneur. Ce n'est pas un appartement. Les locataires, eux, sont ravis et on les comprend. C'est beau. Et question sécurité, c'est super. Avec Dieu comme propriétaire, quel voleur oserait s'introduire ici? Seul petit problème, les cloches du dimanche matin. Adieu la grasse matinée. Mais avouez que cela a plus de classe qu'un radio réveil. Si vous projetez de déménager et que vous êtes intéressé par une réhabilitation, vous pouvez aussi contacter l'armée qui a commencé à vendre certains de ces bâtiments. Vous pourrez acheter un blocos, un petit fort ou même, pourquoi pas, une caserne. Bien évidemment, tout cela doit vous sembler un peu fou, voire anecdotique, mais ce que vous allez découvrir maintenant dans l'émission en matière d'habitat est réellement devenu une mode. Et tenez-vous bien, cette mode, c'est tout simplement vivre dans une usine. Je vous le disais, ça peut paraître bizarre, mais c'est même devenu un luxe. Ce sont ce que l'on appelle les nouveaux paradis urbains. Pour des prix souvent inférieurs à ceux pratiqués sur le marché, on peut aujourd'hui s'offrir un bout d'usine au bord de la Seine ou au cœur d'une zone industrielle. C'est le seul moyen d'avoir de l'espace, de la lumière et surtout de réaliser tous ces petits fantasmes, dans le genre faire le tour de son appartement à bicyclette ou prendre son bain à ciel ouvert. Nous avons pénétré pour vous des lieux incroyables, à l'architecture et à la décoration vraiment insolites. Couples ou célibataires, profs ou artistes, ils ont décidé de vivre autrement au cœur de la ville et des cheminées d'usines. Comment trouve-t-on une fonderie ou une imprimerie à réhabiliter? Est-ce une bonne affaire immobilière? Comment évitons? Reportage de Myriam Alma et Laurent Rodolphi. Nous sommes dans une ancienne usine laitière de la région parisienne qui est en pleine réhabilitation. Dans moins d'un an, Marine et Patrick vont quitter leurs 2 pièces pour vivre ici. Voici leur futur appartement, 300 mètres carrés sur 3 niveaux. On est où? Là, c'est la chambre du bébé, normalement, avec la salle de bain ici. Voilà, la cuisine derrière vous. Là, vous êtes dans les toilettes. Voilà, très bien. Et là, le salon. Avec la cuisine à l'américaine sur votre gauche, normalement, si on suit nos plans. Dans cette usine, 40 lots ont été vendus. Celui-ci leur a coûté 1 200 000 francs. À la fin des travaux, il leur sera livré avec 4 murs isolés, des fenêtres double vitrage, une arrivée d'eau et d'électricité. Pour le reste, le couple devra tout aménager. Et j'amène les meubles, là. Il va falloir un peu bricoler un petit peu. Là, ce sera le jardin, une bambouseraie. Et voici la vue du salon. Pour l'instant, on a choisi la ville. Et la ville, vraiment, dans ce qu'elle a de plus fort et de plus caractéristique. C'est-à-dire, c'est du fer, c'est des bâtiments en briques. C'est vrai que moi, je préfère avoir cette vue-là que d'avoir en face un autre immeuble. En même temps, nous, on n'a pas les moyens d'acheter une surface pareille dans Paris. Pour le budget d'ici, on a 300 mètres carrés ici. Dans Paris, vous auriez 70 mètres carrés. C'est vrai qu'il faut avoir beaucoup d'imagination, mais nous, pour l'instant, c'est quelque chose qui nous plaît beaucoup. En effet, il faut de l'imagination, mais une fois aménagé, voici ce que cela pourrait donner. Nous sommes à Paris, dans des ateliers de confection entièrement rénovés. Nous voilà dans un lieu d'exception, comme vous pouvez en juger par vous-même. Ici, on a une surface de 400 mètres à peu près, qui est organisée donc autour d'un jardin intérieur, qui lui fait à peu près une cinquantaine de mètres carrés. Tout cet espace donc est, je dirais, tourné vers l'extérieur, comme vous pouvez le voir. Il y a vraiment un parti pris de transparence. Vous entendez d'ailleurs les seuls bruits possibles qui sont ceux de l'église juste à proximité. Et on vit vraiment, je dirais, au fil de la lumière du jour parce que toutes les pièces de cet appartement sont toutes en lumière naturelle. Cet appartement est à vendre pour plus de 6 millions de francs. Chauffage indispensable l'hiver, climatisation obligatoire l'été. La facture d'électricité s'élève à 23 000 francs par an. Cet agent immobilier vend des lofts et des appartements hors normes. C'est la seule agence spécialisée dans ce petit marché.
C'est un marché atypique qui fonctionne quasiment exclusivement au coup de cœur. Les gens ont besoin de tomber amoureux d'un endroit avec des caractéristiques qui sont des caractéristiques exceptionnelles. Voici un autre appartement aménagé dans des entrepôts désaffectés. Il est à vendre pour près de 8 millions de francs. Un loft comme celui-ci peut s'arracher en quelques heures. Dans ce marché particulier, les prix atteignent parfois 30 000 francs le mètre carré. Ce sont des produits rares, uniques. Les amateurs de ces lieux hors normes sont souvent prêts à payer cher pour pouvoir prendre leur bain à ciel ouvert. Pour moi, effectivement, le luxe, c'est d'avoir du volume, de la place qu'on ne compte pas. Et à Paris, je crois que c'est vraiment un luxe. Et d'avoir une lumière qui nous permet de considérer qu'on est hors du temps ou hors des lieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on est vraiment dans un univers bien à part, bien spécifique. Habiter dans une ancienne usine, c'est devenu aujourd'hui le nouveau luxe. Pas besoin d'une adresse prestigieuse, pas besoin d'un immeuble en pierre de taille, on veut de l'espace. Nous sommes dans la banlieue parisienne, chez Bernard qui a investi 5 millions de francs avec son frère dans un bout d'usine qui a été entièrement réhabilité. 550 mètres carrés, 12 mètres de hauteur sous plafond. On a l'impression, je ne sais pas pourquoi c'est la relation entre l'espace et le temps, on a l'impression d'avoir plus de temps ici. Ça semble idiot de dire cela, mais le fait de vivre dans un grand espace, on a l'impression d'avoir du temps, de bouger, de se déplacer. On peut se promener même à travers le salon en réfléchissant, en marchant, etc. Et on continue à profiter de l'endroit, c'est-à-dire à chercher des points de vue comme si on visitait encore le lieu. On s'accoude la balustrade, là très souvent, c'est vrai qu'on les perspectives cavalières, on regarde beaucoup d'en haut, comme ça, on continue quand même à profiter du lieu, à le découvrir. C'est drôle, on a dû s'organiser avec les téléphones, on s'organise avec les stylos, c'est-à-dire qu'on a vite défini qu'il fallait absolument, impérativement avoir des stylos à chaque étage, des crayons, des choses comme ça. Des cigarettes. Mais on vit autrement, il n'y a aucun doute. J'ai l'impression, dans un loft qui est une ancienne usine, de vivre plus luxueusement que dans l'appartement que j'occupais avant, qui était sur l'île Saint-Louis, par exemple. L'île Saint-Louis, c'est l'un des plus prestigieux quartiers de Paris, une ville où il est devenu difficile de trouver des usines à réhabiliter. Beaucoup de demandes, peu d'offres, la concurrence est rude et pour les particuliers, c'est une vraie galère. Damien et Pascal ont mis 1 an et demi pour trouver cette ancienne imprimerie. Dans la maison qu'on vient d'acheter, enfin c'est pas vraiment une maison encore, mais c'est une ancienne imprimerie. Regardez, voilà où on en est aujourd'hui. On a quand même investi beaucoup d'argent pour cette affaire-là. 3,6 millions pour 600 mètres carrés. Ils ont acheté les locaux avec un couple d'amis. Il a fallu éplucher les petites annonces, visiter une 50aine d'endroits et ensuite faire beaucoup de démarches. Ça nous a pris 3 mois plein quoi, pour téléphoner, voir les gens, voir le syndic, discuter les prix, etc. Enfin, c'est un long travail. Quoi. C'est vrai que disons que c'est un travail qui se mérite. Ça se fait pas d'un coup de baguette magique. Quoi. Il faut y passer du temps. Puis après, on peut pas construire n'importe où. En plus, il faut obtenir un permis de construire. Alors là, on a fait du sans filet. On a acheté sans le permis de construire. On a bétonné un peu au niveau de la mairie. On était quasiment sûr de l'avoir, mais aujourd'hui encore, on n'a aucune certitude. Et en plus, ici, il faut tout refaire, du sol au plafond. C'est quand même des chantiers qui coûtent de l'argent. Et il faut compter à peu près 120 000 francs, vous voyez, pour défaire, pour démolir tout ce qu'il y a déjà là, donc les faux plafonds, les murs, etc. Donc par moi-même, si vous voulez, le dimanche, je viens pour casser les faux plafonds. Ça vous plaît là de faire de casser, moi j'adore. Hein. Construire, j'y connais rien, mais casser, ça je peux faire. Regarde, voilà. L'endroit réserve aussi quelques surprises. On sait jamais ce qu'on achète. Quand on enlève les saloperies que les mecs vous ont collées pendant des centaines d'années, on découvre un sublime parquet. Regardez-moi ça. Vous voyez ? Ça, on découvre un parquet absolument magnifique. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'habiter dans une ancienne usine ? C'est pas dans le fait c'est ça. Vous voyez ? C'est ça. C'est en effet ça qui plaît, pouvoir tout aménager soi-même. Car retaper une ruine n'est pas forcément une bonne affaire immobilière. Pour rénover une surface, il faut compter entre 3 et 5 000 francs du mètre carré. À l'arrivée, cela coûte aussi cher, voire plus, qu'un appartement neuf dans le même quartier. Pour vous éviter des années de démarches et de travaux, des professionnels ont investi ce marché. Cet homme est en quelque sorte un chasseur d'usines. Il vend des bâtiments industriels à des promoteurs immobiliers. La plupart du temps, ce sont les propriétaires d'usines désaffectées qui l'appellent, mais dans 2 cas sur 10, il les trouve lui-même. Et comment ça se passe là? Vous partez au pif?
Un petit peu au hasard en fait, en allant plutôt dans les zones qui sont de tradition industrielle, dans lesquelles je sais qu'il y a plusieurs possibilités d'usines un peu désaffectées qui permettraient de réaliser des opérations. Alors il y a plein de critères évidemment qui peuvent dans ce cas-là être fondamentaux. C'est des critères de taille, d'architecture de l'usine, de hauteur de plafond, de volume, de clarté et de divisibilité également. Et également fondamentalement une notion de prix, puisque le prix pour que ce genre d'opération réussisse doivent être proches de 1000 à 2000 francs du mètre carré. Premier arrêt, Christophe vient de repérer une usine, mais dès le premier coup d'œil à l'intérieur, ça ne va pas. A priori, ça me paraît moyen, ouais. Parce que je pense que la structure en béton n'est pas très pratique, le terrain n'est pas tout à fait adéquat. Malheureusement, il y a une usine qui est à côté qui empêcherait vraisemblablement de faire un espace vert. Christophe roule maintenant depuis une demi-heure. Nouvel essai. Oui, bonjour madame. Non, je passais un petit peu dans le secteur et je repérais cette usine. Je veux savoir si c'est une usine qui est actuellement occupée ou qui est éventuellement libérée. Enfin, est-ce que c'est une école. C'est une école. Ah d'accord. Okay. C'est des entrepôts aussi. Ah bon, d'accord. On est en plein dans le cœur de la prospection, c'est-à-dire l'échec. Le succès n'étant que l'exception. La plupart des usines, Christophe les trouve en fait directement par les propriétaires qui le contactent. Il prend alors 5 à 10% de la vente. Voici une usine qui a été vendue il y a 15 jours pour 5 millions de francs. Ces 7000 mètres carrés vont être réhabilités en une quarantaine de lofts dans un style brut, authentique, estampillé usine. Nous, on essaie de sauvegarder la mémoire industrielle des bâtiments. Parce que sinon, un promoteur raserait tout ça et construirait des immeubles. Ici, c'est passé un tas de choses. Il y a eu des ouvriers qui ont travaillé là-dedans. Et donc, les bâtiments sont chargés déjà de cette mémoire. Ici, nous allons garder les structures métalliques qui vont servir d'éléments de décor, en fin de compte, de ces bâtiments. Et donc, ces structures métalliques vont diriger absolument tout le concept architectural. En 2 semaines, les 3/4 des lots ont été vendus. Les futurs propriétaires vont habiter et travailler sur place. Le but, c'est de faire de cette usine un lieu de vie. Alors, l'avantage également de ce genre de bâtiment, c'est qu'on peut faire une distribution complètement horizontale, et ce qui fait que tous les gens sont sur un même pied, un même niveau. Et ce qui permet aux gens d'être en relation directe les uns avec les autres. Là tout le monde se connaît, obligatoirement. Voici l'un des projets qu'il a réalisé dans la banlieue parisienne. Une vingtaine de personnes ont emménagé dans cette ancienne usine il y a 1 an et demi. Artistes, médecins, profs, couples ou célibataires, ils ont décidé de vivre autrement. Ici, on se connaît, on se parle. Chaque semaine, il y a même une petite fête. Fin de dimanche, comme ça, on a tous bossé un peu, fignolé des trucs, et puis ceux qui sont là et qui ont un peu de temps à passer et un petit creux, on en profite pour se faire coucou avant que la terrible semaine reprenne et qu'on recommence demain. Qui en veut du rouget? C'est qui a fabriqué ça? C'est moi, Michel. Elle sait tout faire. Non. C'est notre chef, hein? Emmanuelle, c'est la gérante de l'immeuble. C'est elle qui règle tous les problèmes de la copropriété. Comme la plupart des habitants, elle a dû aménager son loft elle-même, avec à la clé plusieurs mois de travaux. Peut-être que c'est le fait d'être tous arrivés ici en même temps quand on n'avait rien dans nos maisons et qu'il a fallu faire nos travaux d'aménagement tous ensemble. Et c'est ce qui a fait une certaine unité entre nous tous. Et je pense que c'est ça qui fait la réussite de cette grande maison. Ici, vous n'avez pas 2 appartements qui se ressemblent. Et ils sont tous beaux, parce qu'ils collent vraiment à la peau de chaque personne. Voici l'appartement du plus sportif de l'usine. C'est la gym à domicile. C'est la gym à domicile. Je peux la faire dans l'autre sens. L'aménagement de ces 200 mètres carrés n'a pas demandé beaucoup de travaux. Lui, son truc, c'est la déco minimaliste. Pas de peinture au mur, rien sur le sol, le béton c'est mieux que la moquette. Et ici, tout est mobile. J'ai voulu, en fin de compte, faire un appartement où on pouvait changer de toute place. On aime bien des fois avoir un meuble, bouger de place, etc. Mais en même temps, ça demande de la main-d'œuvre, etc. Moi, je suis tout seul. Donc, j'ai mis tout sur roulette. Donc, j'ai mon bureau sur roulette. J'ai mon bar sur roulette, bien évidemment. Donc, ça, c'est ma chambre. Parce que mon rêve, c'était de camper chez moi. Donc, j'ai fait une tente. Et je dors dans ma tente. J'ai voulu faire une douche où on pouvait prendre une douche à plusieurs. Donc on peut prendre une douche à 2 ou à 3, voire jouer au football dans sa douche. Ce qui peut être agréable aussi.
Et j'ai fait un lavabo avec une douchette pour me rappeler la cantine. Vivre dans les travaux, c'est quand même quelque chose d'assez excellent. Car à chaque fois qu'une personne vient ici, la première réflexion, c'est pas terminé. Donc c'est assez agréable parce que ça laisse de l'espoir, ça laisse une marge de manœuvre. Voilà. Et Pierre ne manque pas d'idées. Il a l'intention d'installer dans son appartement une baignoire à roulettes pour la déplacer selon la position du soleil. C'est son rêve, son luxe à lui, car retaper une usine, c'est un bon moyen de réaliser tous ses fantasmes et tous ses délires. Si ce phénomène qui nous vient de New York et de Londres touche surtout Paris et sa banlieue, on commence aussi à trouver ce type d'habitat en province. Par exemple à Marseille. Il y a aujourd'hui un projet de réhabilitation des docks pour en faire des appartements. Et on vous l'a encore prouvé ce soir, le concept de changer de vie a souvent inspiré la télévision. Alors, avant de conclure ce magazine, on ne résiste pas à l'envie de vous montrer des extraits d'une émission anglaise sur ce thème. En effet, en cherchant dans les archives des télévisions étrangères, nous avons trouvé des images incroyables qui nous viennent de la BBC, la plus grande chaîne britannique, a en effet tenté une expérience complètement dingue. Le principe, il est simple, 2 candidats doivent littéralement échanger leur vie. Pendant plusieurs jours, ils entrent ainsi chacun dans la peau de l'autre. Alors vous allez voir notamment ce qui se passe quand un patron prend la place de sa secrétaire et vice-versa, quand un barman célibataire devient père de 5 enfants, rien que ça, pendant 24 heures. Ce n'est pas un jeu, il n'y a absolument rien à gagner, mais c'est complètement délirant. Clélia Dumoulin a sélectionné pour vous les meilleurs moments. D'habitude, Jamie est directeur d'une agence de publicité, mais pas aujourd'hui. J'échange mon rôle contre celui de Lorraine, ma secrétaire. Cela veut dire que c'est elle qui a ma voiture, et moi je prends le bus. Quand je conduis cette voiture, j'ai tout de suite l'impression que c'est moi le patron. C'est parti pour la première journée de travail, et Lorraine se montre un peu peste. Bonjour Jamie, ça va? C'était comment le bus ce matin? Ben, bruyant. Très vite, Jamie découvre une suite de défis qu'il ne soupçonnait pas. Par exemple, servir le café à ceux qui, hier encore, étaient ses employés. Ou plier une lettre pour que l'adresse apparaisse bien dans la fenêtre de l'enveloppe. Ou supporter un patron impatient. Jamie! Vous avez terminé de taper ce que je vous ai demandé? Ouais, c'est en route, c'est en route. Ok, well, it's right. Lorraine se prend tellement au jeu qu'elle se demande si elle ne va pas un petit peu trop loin. Quant à Jamie, il doit affronter un nouvel ennemi, la photocopieuse. Pendant ce temps, Lorraine part en voyage d'affaires. J'essaie d'envoyer un fax, mais nous avons un petit problème. C'est une imprimante laser NT. Incapable de s'en sortir tout seul, il appelle SOS Maintenance. L'expérience est assez révélatrice. Lorraine semble s'en sortir beaucoup mieux que Jamie. Faut-il en conclure que les femmes s'adaptent mieux que les hommes? Ou plutôt que le travail d'une secrétaire est plus compliqué que celui d'un directeur? Mystère. En fait, je crois que je serais assez content de retrouver mon ancien job. Bien sûr, on se demande comment s'est passé le lundi suivant, quand chacun a repris son rôle. Mais ça, l'histoire ne le dit pas. Salut, moi c'est Colin, je suis barman, je suis pas marié, j'ai pas d'enfant et pour l'instant c'est très bien comme ça. Je suis Dale, le repapa de ces 5 petites merveilles et j'avoue que parfois j'aimerais bien avoir un peu de temps libre pour me reposer et m'amuser. Téléportation, le barman devient papa, fini les réveils en douceur. Papa Poule, lui, peut dormir jusqu'au soir. C'est à toi ça? Allez, à toi maintenant. À qui le tour? Tout le monde assis, chacun son tour. Dites-moi ce que vous voulez. Tu veux ça? Chacun son tour, au suivant. Et toi, tu veux quoi? Ça? Non? Ça? Non, attends! Oh non, c'est tombé. Pendant ce temps... Je suis assez impatient de travailler ce soir. D'habitude, j'ai pas tellement l'occasion de sortir. Je pense que je vais bien m'amuser. Dale est sans doute moins doué pour servir des verres que pour changer des couches. Mais l'essentiel, c'est qu'il s'amuse.
J'ai envie de faire pipi, Colline. Un verre de lait, s'il te plaît. Les enfants, je vous en prie, c'est l'heure de dormir. Bonne nuit. Bonne nuit, Colline. Autre émission, autre échange. Je m'appelle Fiona Gregory, j'habite avec ma mère et ma soeur dans une ville de l'Angleterre et je travaille dans un supermarché. Je suis Céline Blenner-Hassett, j'habite près de Londres avec mes parents et mon frère et j'adore les bals et les grandes soirées. Le temps d'un week-end, la caissière et la jeune fille de bonne famille vont échanger leur quotidien. Je veux rentrer à la maison. Pas question. Céline a devant elle une longue journée pleine de codes barres récalcitrants et de clients impatients. Au même moment, Fiona se prélasse et se prépare pour le grand bal du soir. Je suis un peu nerveuse. La fête peut commencer. Boîte techno pour Céline l'aristocrate. Château et grand tralala pour Fiona. Il y a un dîner avant le bal, de la nouvelle cuisine, je crois. Je suis pas fan de ce genre de repas. Je préfère un burger avec des frites. Mais qui sait, je vais peut-être apprendre à aimer ça. Pour Fiona, cet échange ressemble à un conte de fées. Mais le prince charmant, c'est peut-être dans sa vraie vie qu'elle le rencontrera. On termine avec Roxane et Jenny. Elles sont agricultrices bio dans une ferme isolée. Elles vont changer de vie avec Julian et Suzanne, cadres commerciaux à Londres. Aucune route ne mène à leur nouvelle maison. Ils doivent donc adopter les moyens de transport locaux. Oh, brilliant! Carpet, yeah, nice fitted carpet. Au même moment, les deux jeunes fermières découvrent le confort de la vie en ville. Oh yes! Oh no, I'm broken them! No, what are we gonna do? Pour Julian et Suzanne, c'est un autre style. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, quelle horreur! À Londres, on découvre la haute technologie de la haute fidélité. Mais ça ressemble à un cauchemar. On va quand même pas dormir là-dessus. À la campagne, vive le charme du confort rustique. Shampoing dans le torrent, rasage à l'ancienne. Et pour prendre un bain, c'est au fond du jardin, température de l'eau 6 degrés. En ville, nouveau choc pour Roxane et Jenny, la télévision. Elles la regardent pour la première fois. On a commencé à zapper et là c'est terrible. On n'a plus pu décoller. On est resté scotché à l'écran. Pendant combien de temps? Au moins 1 heure. On voulait aller se coucher mais on est resté là 1 heure. On se sentait physiquement aspiré par l'écran. C'était terrifiant. On était là, éteins. Il est l'heure de préparer à manger. Des deux côtés, on essaye de s'adapter aux coutumes locales. Il nous faudrait des épinards. Ça ressemble à quoi, des épinards? Enlever la barquette du carton, percer des trous dans le plastique avec un couteau et placer au micro-ondes. Ah, je crois que je vais être malade. Je vais vous dire, il y a de quoi dégoûter n'importe qui de manger bio. Oh, ça y est, c'est prêt. Je me demande à quoi ça ressemble. Alors, le verdict? Ça sent un peu la pâtée pour chien. Quelle vie horrible! Je ne comprends pas que qui que ce soit puisse vivre comme ça. Pour Julian et Suzanne, l'expérience n'a pas été très convaincante. Mais en changeant de peau, tous ces gens ont appris quelque chose. À qui le tour? Changer de vie, changer de peau, changer de rôle, en espérant que vous aussi un jour, votre rêve soit enfin exaucé. C'était ce soir le thème principal de Pourquoi ça marche. Et puis on l'a vu il y a quelques minutes avec ce dernier reportage très réussi. On peut aussi de temps en temps se prendre pour un autre ou pour une autre. Et bien justement, Olivia Laurent, et moi je fais Olivia. Pourquoi pas? C'est parti. Sachez que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission sur le Minitel 3615 code M6 ou bien sur Internet. Il nous reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée sur M6. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.
vous a proposé ce programme Made in Qualité avec Nissan.